Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec des ombres. D'habitude, il n'y a pas d'ombre parce qu'il n'y a pas de lumière, mais il fait un peu sombre puisque nous commençons à entrer vraiment au creux de l'automne et qu'il fait un froid de canard. Je sais pas chez vous, mais moi, je vous avoue que je me pèle. J'ai déjà sorti les pulls. Donc voilà, c'est la lumière qui est de retour pour éclairer les intérieurs, même en pleine journée, puisque j'enregistre cette vidéo en plein après-midi. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo étude de tarot. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma façon d'étudier les jeux. Pas uniquement le tarot, aussi les oracles. Parce que, donc il y a eu un premier volet, je vous remettrai le lien vers la première vidéo d'étude de jeu où, je parlais un petit peu de ce qu'était une étude de jeu et que je vous donnais des idées un peu de jeux, à étudier et cetera. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes façons que j'ai d'étudier, mes jeux. Et puis je vais vous donner une méthodologie aussi, voilà, méthodologie assez large, mais qui peut vous aider déjà à rentrer dans le monde merveilleux des études, de tarot et d'oracle. Il est vrai que, la première vidéo vous a énormément plu. C'est la vidéo, de mon compte qui a fait le plus de vues. C'est vraiment une vidéo qui a beaucoup plu et je comprends parce que c'est vrai que quand on découvre un nouveau tarot ou un nouvel oracle, on a envie de le maîtriser, on a envie de tout comprendre, on a envie de trouver une méthode pour l'étudier, pour en connaître les secrets, pour voilà, pour percer tous ces mystères. Et du coup, bah, je pense que c'est ça qui a attiré dans le fait que ma vidéo a eu pas mal de vues et voilà, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que je pourrais vous proposer, notamment ici sur YouTube à travers une nouvelle vidéo qui est, la vidéo du jour et j'ai aussi un petit quelque chose que je vais vous annoncer juste après. Juste pour vous centrer un petit peu, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'étudier un jeu. C'est ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, c'est qu'il y a plein de façons d'étudier un jeu. On dit étudier, mais c'est pas forcément, le faire de façon très scolaire, parfois oui, parfois il y a plein de méthodes différentes. Et du coup, l'idée c'est que j'avais envie ici de vous partager ma façon d'étudier mes jeux, pour vous aider à trouver la méthode qui vous correspond en fonction des jeux que vous allez vouloir étudier. Le verbe étudier peut paraître, voilà, un peu, peut faire peur, peut paraître un peu scolaire, mais en fait l'idée c'est de plonger dans un jeu, quoi. Et ici, ce que j'aimerais, c'est vous montrer, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer qu'il y a plein de façons différentes de faire et que en fonction du jeu, bah, on n'a pas forcément la même façon de faire, même si on garde un certain socle et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais avant de commencer, j'avais envie de te parler du coup de cette, petite nouveauté, cette chose à laquelle j'ai réfléchi, depuis quelque temps et qui a mené à un nouveau palier dans le membership La Lanterne. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est mon membership La Lanterne, c'est un membership autour du tarot de journaling, pratique et introspectif. Et en fait, ce que je propose dans le membership La Lanterne, c'est, un PDF tous les mois. Donc en fait, on change de thème tous les mois. Je propose un PDF tous les mois. Donc dans le PDF, il y a un challenge quotidien de tarot de journaling avec à la fois des questions de tarot de journaling pour chaque jour et un conseil du jour un petit peu plus psychologique, bien-être et cetera pour aller plus loin, pour creuser un peu plus loin ce qui va être ressorti du tirage du jour. Ensuite, il y a une vidéo fil rouge, dans laquelle je propose des tirages et des exercices pour aller plus loin sur le thème du mois. Et la lanterne permet aux éclaireuses et éclaireurs, nous avons un éclaireur dans la lanterne, ça permet, en fait, j'ouvre, l'accès à un serveur Discord pour partager, bah, vos réflexions, vos tirages, poser des questions, voilà, c'est toute une communauté, en fait, qui tourne autour, d'un thème par mois. Actuellement, là, on est en octobre, le thème du mois d'octobre, c'est le shadow work. Vous pouvez encore rejoindre aujourd'hui la lanterne, basique, on va dire, le palier de base, vous pouvez le rejoindre n'importe quand.
C'est un palier donc qui est à 12 € pour donc, avoir accès aux questions de journaling, aux conseils, à la vidéo et au Discord. C'est vraiment un cercle autour de ça. Donc vous pouvez rejoindre n'importe quand et là, j'ai décidé en fait de créer dans la lanterne un nouveau palier qui, permettra en fait, aux membres, donc c'est exclusif pour les membres de la lanterne, il faut faire partie de la lanterne pour pouvoir accéder à ce palier supérieur et ce palier-là, en fait, c'est un palier à 5 €, donc tu payes 12 € pour l'abonnement de la lanterne et tu as un palier à 5 € et ce palier à 5 €, il va te permettre d'approfondir avec moi et avec les autres membres un jeu sur plusieurs mois, à peu près 3 à 4 mois, mais voilà, en fonction de l'avancée, en fonction si les membres diront que ça va trop vite, pas assez, enfin, j'essaierai de m'adapter. C'est voilà, on vient de commencer, donc le but en fait, c'est de t'inscrire à ce palier-là et de suivre un peu toutes les études de jeu qui peuvent se présenter, même si tu prends en cours de route, c'est pas forcément grave et voilà, tu étudies, le jeu sélectionné. Donc comment on sélectionne un jeu? Eh bien, c'est simple, je fais un sondage dans le groupe, enfin dans la discussion qu'on a autour de cette étude de jeu et bah, celui qui remporte le jeu qui remporte le plus de votes, c'est le jeu qu'on va étudier. Alors, on a sélectionné un jeu, je te le dirai à la fin de la vidéo parce que j'ai pas envie de te teaser ça maintenant. Il faudra attendre la fin de la vidéo pour voir quel est le jeu qui va être étudié. Je tiens à préciser que tu n'as pas besoin d'avoir le jeu pour faire partie de ce palier. Tu peux juste suivre, réfléchir avec moi parce que je vais partager des photos des cartes une par une chaque jour. Ça peut te permettre aussi de voir si le jeu te correspond. Et puis ça de toute façon, ça va éclairer en fait, ta culture personnelle, ça va t'enrichir, à la fois par la symbolique, par tout ce qui peut être historique, tout ce qui peut être mythique. C'est vraiment une étude, assez, large en fait et qui va concerner à chaque fois des jeux qui ont une certaine richesse déjà de base, c'est pas étudier le Rider-Waite-Smith pour connaître la structure. Non, c'est vraiment comprendre pourquoi l'auteur du jeu a décidé de, définir telle ou telle carte selon telle ou telle, représentation et pourquoi peut-être le jeu en lui-même, il est sur telle ou telle thématique. Et voilà, essayer d'éclairer un petit peu, la lecture des cartes à travers, bah, toutes les représentations qui peuvent être faites dessus. Tout comme la lanterne, il y a pas d'engagement dans la durée, donc tu peux te désabonner quand tu veux. Il y a pas voilà, tu es pas obligé de rester et d'étudier tous les jeux. S'il y a vraiment un jeu que tu détestes et que tu as pas du tout envie d'étudier, eh bien, il y a aucun souci. Tu es pas obligé de rester, mais le but, c'est comme le membership, c'est quelque chose qui va rester, qui va rouler. Et qui en fait, d'un mois à l'autre, bah, en fonction des jeux que je proposerai, eh bien, le but c'est de faire partie de ça, de cette étude-là, d'avoir cette méthodologie tout ensemble et de s'enrichir, les unes les autres au fur et à mesure. On avancera carte par carte. Je vous donnerai mes réflexions, je vous donnerai des pistes de recherche. Il y aura bien évidemment vos propres réflexions qui viendront enrichir les choses. Je ferai des parallèles avec d'autres jeux, je ferai, bien évidemment je creuserai dans les symboles par rapport à moi, ce que j'en sais et puis je vous orienterai peut-être à faire des recherches aussi de votre côté. S'il y a des mythes qui sont liés ou de l'histoire qui est liée ou quoi que ce soit d'autre, en fait, quel que soit le thème, à chaque fois, en fait, pour chaque carte, j'irai, voilà, vous donner des pistes, de, de compréhension et on échangera, en fait, sur chaque thème ensemble. C'est pas de l'interprétation pure, c'est vraiment de la compréhension de la carte pour aussi comprendre pourquoi, par exemple, eh bien, tel auteur, va avoir décidé de représenter telle carte de telle façon. Ah bah oui, parce que cette symbolique-là, elle fait penser à la signification de la carte à la base. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va vous aider dans vos interprétations au fur et à mesure, parce que quand vous comprendrez pourquoi telle carte est représentée comme ça vous permettra de comprendre une de ses significations, celle en tout cas que l'auteur a choisi de représenter. Mais c'est pas voilà, c'est pas une étude du tarot à proprement parler, c'est, aller percer les mystères en fait des jeux et c'est ce dont je vous ai parlé déjà dans ma première vidéo d'étude, du tarot.
Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction du jeu, en fait, et de la représentation que l'auteur va avoir choisie, bah, chaque jeu est unique et chaque représentation est unique et c'est pour ça que je le dis souvent, j'aime avoir le choix et avoir beaucoup de jeux dans ma collection parce que je sais que d'un jeu à l'autre, les représentations vont pas être les mêmes sur les cartes, quand bien même il y a une structure commune, et je trouve ça hyper enrichissant. Alors je vous parle ici du tarot, mais il y aura bien évidemment la possibilité d'étudier des oracles. Pour le premier mois, je trouvais ça bien de partir sur un tarot. On verra par la suite ce qui sera choisi par les membres. Par vote, c'est le peuple qui l'emporte. Mais on pourra très bien étudier un oracle et étudier la structure propre de l'oracle et bien le thème de l'oracle et les cartes en fonction de ce thème, et cetera. Bien évidemment quand même, si je juge qu'un jeu n'a pas suffisamment matière à avoir une étude suivie, je vous le signalerai et voilà, on réajustera. Mais là, il s'avère que, voilà, le jeu qui a été choisi, il a été choisi à un vote près, par rapport à un autre jeu. Je vous présenterai l'autre jeu juste après également. Et j'ai suivi la majorité et c'est la majorité qui l'emporte. Si un jour il faut trancher parce qu'il y a un ex aequo, c'est moi qui trancherai. Mais voilà, ça a été choisi et visiblement, de ce que j'en sais pour l'instant, les personnes qui ont voté sont contentes, même celles qui n'avaient pas forcément voté pour ce jeu. Donc voilà, vous en saurez un peu plus à la fin de cette, vidéo. Mais en tout cas, mon idée, en fait, en créant ça, c'était d'avoir vraiment un accompagnement complet, autour de votre apprentissage du tarot, de votre introspection, de la pratique du tarot, et donc, si ça vous intéresse, vous en saurez plus. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo pour, avoir accès à ce palier. Si vous faites partie de la lanterne, vous avez simplement à rejoindre, ce palier-là, et si vous ne faites pas partie de la lanterne, il faudra d'abord rejoindre la lanterne, puis vous abonner à ce palier. Mais, par principe, c'est quelque chose que j'offre exclusivement aux membres de la lanterne, enfin que j'offre. C'est payant, mais c'est une offre que je fais spécifiquement pour les membres de la lanterne. Et donc si, vous ne faites pas partie de la lanterne et que vous vous abonnez à ce palier supplémentaire sans vous abonner à la lanterne, eh bien je devrais annuler votre abonnement puisque le but c'est vraiment de pouvoir proposer aux membres de la lanterne d'aller un cran au-dessus. Donc il faudra, si jamais vous ne faites partie ni de l'un ni de l'autre, vous abonner d'abord à la lanterne puis, au cercle d'études pour pouvoir, bénéficier des 2. Je ne donne pas forcément de délai précis parce que, là, on va rentrer dans la première étude. Chaque jeu va être un peu différent, il y aura des jeux qui vont nécessiter qu'on creuse plus que d'autres. Le but, c'est d'avoir un palier de membership, donc c'est d'avoir un abonnement. Donc c'est pas de se dire: «Bon, bah, voilà, dans, tant de temps précisément, c'est terminé, on passe à autre chose». Je vais essayer quand même, voilà, je vous dis entre 3 et 4 mois parce que je pense que c'est ce qui va être, très correct pour étudier notamment le jeu là qui a été choisi. Mais je vais pas vous dire: «Ça se terminera à telle date». Je peux pas vraiment vous dire, peut-être que j'aurai des questions en plus, qu'on creusera un peu plus. L'idée, c'est qu'on avance ensemble, et puis il y aura peut-être des fois où, je sais pas, je serai malade et je pourrai pas publier dessus. Il y aura peut-être des week-ends où voilà, les membres, seront pas forcément disponibles et puis on reportera. Enfin, les choses vont évoluer avec nous, donc voilà, ce sera à peu près entre 3 et 4 mois. En tout cas, pour le premier jeu, je pense que ce sera correct. On commencera le 15 novembre officiellement à étudier la première carte, mais si vous rejoignez dès maintenant, dès aujourd'hui, ce palier, on va commencer à parler à se préparer, à parler de comment étudier un jeu, à se mettre dedans, à étudier un petit peu le guidebook et ce qu'il y a en dehors vraiment des cartes précisément, les tirages qu'il peut y avoir, l'introduction, les autres parties qu'il peut y avoir. Un petit check sur l'auteur, l'autrice, pour voir un petit peu, bah, voilà, des fois c'est des personnes, qui sont tarologues, des fois c'est des personnes qui sont historiennes, des fois, c'est des artistes, donc creuser un petit peu de ce côté-là, voir un peu quel est le bagage aussi de l'auteur et tout ça jusqu'au 15 novembre et à partir vraiment du 15 novembre, on commencera à étudier, ce jeu. Donc voilà, vous avez encore le temps pour vous inscrire, mais sachez que si vous vous inscrivez dès maintenant, ça commence quand même dès maintenant. Vous perdez pas, de temps à vous inscrire pour rien. Ça commence dès maintenant. On va commencer déjà à échanger dessus, à parler du jeu en lui-même, de vos impressions et cetera. Donc vous pouvez vraiment nous rejoindre dès maintenant. L'idée c'est d'apprendre ensemble, d'échanger nos visions et de nourrir notre pratique du tarot, tous et toutes ensemble.
Et j'espère que ça vous plaira parce que voilà, je vais y mettre tout mon cœur. Je vais vraiment étudier un jeu avec vous comme je le fais pour moi-même. Donc si vraiment tu veux rejoindre cette aventure, et bien voilà, tu as toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te montrerai le jeu qui a été sélectionné par les membres de la Lanterne et que nous commencerons à étudier officiellement vraiment la première carte le 15 novembre, mais qu'on commencera déjà à décortiquer un petit peu à partir de maintenant, enfin à partir du 20 octobre, donc de demain, lundi 20 octobre, puisque cette vidéo sort le dimanche 19 octobre. Donc voilà. Heu, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. On va pouvoir, commencer donc, par, on va dire un peu la base, pourquoi on étudie un jeu? Étudier un jeu, c'est pas pour apprendre par cœur les significations des cartes. Ça, c'est étudier un système. Pour moi, étudier un jeu, c'est une manière de s'approprier l'univers du jeu, c'est une manière de comprendre la vision de l'auteur et surtout, c'est une manière de voir comment il va résonner avec mon propre langage, ton propre langage symbolique, tes propres, ressentis, ton propre vécu, ton expérience, et cetera. Ça va être un dialogue entre le créateur du jeu et la personne qui l'utilise. Et ça va vraiment être un moyen de s'approprier le jeu dans sa pratique, entre, notre vécu et la symbolique, qui a été mise dans le jeu. Et selon le type de jeu, et ben, l'étude, elle va pouvoir prendre des formes différentes, comme je te l'ai dit. Donc, je vais te présenter un petit peu mes différentes façons, mes différentes méthodes d'étudier les jeux, en fonction du jeu lui-même, en fait. Donc, par exemple, j'ai déjà étudié plusieurs jeux, en ce moment j'étudie des jeux, donc je vais te montrer un petit peu comment je le fais. Tu vas voir que le mot «étude», eh ben, il peut renfermer pas mal de méthodologies différentes. Alors, la première méthodologie, ça va être, la méthodologie, guidée. J'ai appelé ça la méthodologie guidée, c'est-à-dire tu suis la structure du créateur. Le créateur a créé des médiums pour te permettre d'aller un peu plus loin dans ton étude de jeu et tu suis un peu ça. J'ai choisi un jeu pour te parler de ça. C'est un petit peu la base pour moi puisque c'est le jeu que j'étudie en profondeur cette année et c'est le Spirit Keepers Tarot de Benevolwen. Moi, j'ai la Revelation Edition et pour l'étudier, j'ai ce gros paper, le Book of Maps. Tac. Et j'ai également ce paper-là qui est un carnet. Je l'ai pris à l'envers. Qui est un carnet en fait qui te permet de. C'est en anglais, hein, mais ça te permet en fait d'étudier petit à petit le jeu. Donc en fait, quand tu achètes ce jeu, tu as une carte, tu fais partie d'un ordre. Donc moi, je fais partie de l'ordre des enchanteurs. Donc ça t'explique l'ordre des enchanteurs. Tu as ce petit signe qui fait penser un petit peu au Yiking, où en fait, eh bien, tu sais que donc tu es relié à la Terre. Ça t'explique un petit peu, tu vois la planète, etc. etc. Et puis, ici, tu vois toutes les cartes qui peuvent être liées. Et donc ensuite, alors moi je le fais, j'ai pas voulu, j'avais pas à cœur. Vous avez trouvé ça bête. J'avais pas à cœur en fait d'abîmer le carnet, donc toute mon étude, je la fais dans un carnet séparé. Parce que voilà, j'avais pas à cœur je sais pas, je le revendrai probablement jamais, mais voilà, je me suis dit si un jour je change et je veux refaire, peut-être que je le ferai dedans, j'en sais rien. Bref, j'ai l'habitude de prendre un carnet quand j'étudie quelque chose, donc voilà, j'ai pris un carnet. Et donc j'ai écrit des choses par rapport à ça. J'ai écrit ensuite, donc ça, on te demande de regarder en fait les 9 cartes qui correspondent à ta carte que tu reçois. Et en fait, après, d'aller sélectionner. Et puis ensuite, tu as carrément voilà, du journaling. Tu as plein de choses à faire. Moi, en fait, étant donné qu'il est en anglais, j'avais envie de me créer mon propre carnet à moi. Et donc, j'ai traduit, en fait, je traduis au fur et à mesure. Et voilà, en fait, c'est hyper intéressant parce que tu avances vraiment et tu avances à la fois
dans ta compréhension du tarot aussi. Je dis pas que quand j'aurai pas fini l'étude, je recopierai pas dedans. Une fois que j'aurai un peu ma version au propre, entre guillemets. Pour l'instant, j'ai pas osé, j'avais peur de faire des ratures, même si j'ai des stylos qui s'effacent et tout, mais j'ai pas osé, je l'ai gardé comme ça. Des fois, je mets des post-it et tout dedans pour me rappeler. Enfin voilà, je fais des liens aussi. Mais je le trouve vraiment génial. Après, il y a un lien aussi avec les signes astro, voilà, le King. Donc voilà, je le trouve génialissime. Et en plus, eh bien, il y a le gros bébé, le livre, qui lui, eh bien, vient voilà, t'expliquer en fait chaque carte. Il y a des liens avec l'histoire. C'est vraiment une étude hyper complète, quoi. Voilà, là, il y a un lien, par exemple, avec le grand tarot Béline. Enfin, elle a fait des recherches de dingue, il y a aussi des peintures. Elle a fait des recherches de malade. C'est un truc de malade mental. Je pensais, voilà, y mettre à peu près cette année. Je ne suis même pas sûre d'avoir fini cette année. Alors, pour te montrer le jeu. Hop, parce qu'en plus, je garde des cartes dans un certain ordre. Voilà, voilà. Donc, il y a un petit guidebook, qui est un guidebook usuel pour pouvoir se servir du jeu en soi de base. Mais vraiment, si on veut comprendre, en fait, alors voilà, ça, c'est mon significateur. Et si on veut comprendre, en fait, vraiment profondément ce qu'il y a dans les cartes, c'est... En fait, il y a énormément de symboles, c'est d'une richesse incroyable. Et donc, moi, là, pour le coup, je me laisse porter complètement par Benable Wen, parce qu'elle nous propose dans le carnet, parce qu'il y a dans le livre. Je vais après aller faire des recherches croisées. Par exemple, c'est vrai que, comme je l'ai déjà dit, la carte qui est mon significateur, elle représente Marie, la Vierge Marie. Donc, du coup, c'est pareil. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la Vierge Marie. Je travaille autour de cet archétype aujourd'hui, alors qu'avant de commencer l'étude de ce jeu, je n'avais aucune pratique autour de ça, parce que tout simplement, je ne suis pas croyante et je ressentais pas forcément de lien. Et en comprenant l'archétype, en regardant l'entrée dans le livre, en étudiant les choses et puis en comprenant un peu qu'il y a un lien avec la carte que j'ai eue, de l'ordre que j'ai eu, en fait, j'ai pas mal cheminé. Aujourd'hui, j'ai même un jeu sur les énergies de la Vierge Marie que j'utilise notamment pour la compassion, mais aussi pour un côté maternel, sacrificiel, etc., etc. Bref, j'ai tout un travail autour de ça. Et parfois, il va y avoir des représentations qui vont pousser à aller faire des recherches sur certaines choses, sur certains symboles. Enfin voilà, c'est très riche dans le livre. Donc honnêtement, à 90%, on va dire que le livre déjà me suffit parce qu'elle a déjà tout résumé dans le livre. C'est un travail de dingue. Mais j'avoue que des fois, quand je remplis quelque chose dans mon carnet ou autre, je vais aller, ne serait-ce que faire une petite recherche internet ou regarder aussi, par exemple, dans mon encyclopédie des symboles, le lien qu'il peut y avoir avec le symbole, ou regarder dans mon bouquin sur la mythologie, le lien qu'il peut y avoir avec la mythologie, etc. Donc, je boucle la boucle. Voilà, j'avoue que c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Lui, il a une particularité, c'est quand même que c'est intrinsèquement lié un peu au tarot en lui-même. Ce qu'elle a voulu mettre dedans, c'est vraiment tous les savoirs liés au tarot et tout. Donc, tu as l'impression de faire aussi une étude approfondie du tarot en étudiant ce tarot-là. Mais par exemple, alors je ne l'ai pas pris avec moi parce que je voulais pas forcément vous donner 50 000 exemples à chaque fois, mais par exemple en méthode guidée, j'utilise le Reclaim Oracle avec le Reclaim Journal. Je les ai pas pris avec moi, j'aurais dû les prendre avec moi, mais je vous les ai déjà montrés, notamment je crois dans la vidéo justement d'études. Hop, je repose le gros bébé là-bas. Et en fait, c'est bien le Reclaim, je vais tirer une carte. Je vais tirer une carte et puis ensuite je vais ouvrir la page dans le journal et je vais faire les petits exercices qui sont proposés autour de cette émotion-là. Je vais aller dessiner l'émotion, je vais aller noter ce qu'elle me fait ressentir, etc., etc. Il y a tout un travail autour de l'émotion en elle-même dans le journal. Donc ça, je considère que c'est une méthode guidée parce qu'il y a un journal qui va avec l'oracle pour pouvoir creuser un petit peu l'oracle. Et là, pour le coup, c'est sur les émotions.
Hem, cette méthode-là, elle est bien si tu aimes avoir une approche structurée, si tu aimes avoir une approche un peu plus, guidée, un peu plus, voilà et puis suivre un petit peu ce que l'auteur, encore une fois, a voulu, instiller à travers le jeu. C'est pas forcément alors j'avoue qu'avec le Spirit Keepers, c'est un très gros morceau, c'est une très grosse étude. Je pense que j'aurais aucun jeu qui me demandera une étude aussi approfondie que celle-là. Par exemple, le Reclaim Oracle, ça a beau être une méthode un peu guidée, hem, c'est «relativement simple» entre guillemets. Il faut juste se connecter à ses émotions et suivre un petit peu les exercices proposés, mais il y a pas on te demande pas forcément d'aller creuser, plus que ça. Après moi-même, j'aime bien me créer des tirages, du coup, si je sens qu'il y a des blocages ou des choses comme ça en lien, ça permet de voir un petit peu comment tu te sens avec une émotion, de pouvoir, bah, pareil, en parler avec ton thérapeute, par exemple, ou faire, toi-même des exercices complémentaires et cetera. Mais, ça reste accessible, c'est plus un côté un peu, créatif, bien-être. Le Spirit Keeper, c'est vrai que c'est quand même assez intellectuel. C'est pas forcément donné à tout le monde. Tout le monde n'aura pas envie de creuser le tarot de cette façon-là. Mais, le fait que certains auteurs proposent des carnets un petit peu d'études, conjoints, je trouve que c'est quand même, assez intéressant et ça peut être simplement, par exemple, du journaling aussi. J'ai vu qu'il existait pour toute la série des Seasons of the Witch, les oracles, les saisons de la sorcière, où il y a un oracle par sabbat. J'ai vu que l'autrice, elle avait sorti aussi un carnet de journaling où en fait, elle te propose, je crois, des comment dire? Des réflexions pour sur chaque carte, pour creuser et tout. Bah, ça fait partie aussi d'une méthode guidée. Tout ce qui peut être fourni à la base par l'auteur pour essayer de t'aider à enrichir, ça peut ne pas forcément être une étude approfondie parce qu'on va me dire: «Bah oui, le Reclaim Oracle, tu pas vraiment le Reclaim Oracle, tu étudies tes émotions parce que cet oracle-là, il est basé sur les émotions». Quand tu fais une étude avec ce jeu-là, bah, tu étudies en fait tes émotions. Le Spirit Keeper, c'est vraiment, le jeu en lui-même, mais il y en a voilà, il y en a d'autres. Les saisons de la sorcière, le fait de peut-être faire alors moi je les ai pas, hein, mais le fait de remplir le carnet de journaling, ça peut t'aider à comprendre mieux les cartes. Le but, c'est que tu comprennes mieux les cartes et que tu te les appropries. Et dans le Reclaim Oracle, moi qui fais, l'étude, enfin voilà, qui est cette façon de faire conjointe avec le jeu et le Reclaim Journal, je peux dire que quand je tombe sur une carte que j'ai déjà étudiée, et ben forcément il se passe un truc, il y a un truc, il y a un truc. Voilà, je ressens, ce que j'ai pu écrire, ce que j'ai pu en dire, ce que j'ai pu faire comme travail dessus et donc ça modifie ma vision de la carte. Et c'est ça, en fait, le but d'une étude. C'est que tu vois la carte différemment, que quand tu vois la carte, tu y aies mis suffisamment de toi et de ton temps et de ton expérience et cetera pour, bah, que, qu'il se passe quelque chose quand tu vois la carte et que tu la comprennes, tout de suite, quoi. C'est une intégration en toi d'un jeu. Alors bien évidemment que tu as ton carnet, moi le Spirit Keepers, je me référerai toujours à mon carnet si j'ai besoin de l'utiliser et d'approfondir les choses, parce que je peux pas retenir tout ce que j'étudie dedans, puis en plus ça se fait sur plusieurs mois et ça se fera encore sur plusieurs mois. Donc voilà. Mais ça, ça te permet en tout cas de retenir, on va dire, les grandes lignes, même si tu peut-être, même si si tu retiens pas tout, parce que voilà, on n'est pas des machines, mais j'ai quand tu auras ce tarot ou cet oracle entre les mains, il aura une saveur différente du fait que tu aies passé du temps avec et que voilà, que tu te sois plongé dedans. Bref, allons sur la deuxième méthode qui est la méthode intuitive où tu vas laisser parler la carte. Donc là, c'est presque l'inverse un petit peu de ça, c'est-à-dire que là, on sort de la structure que l'auteur a voulu apporter et du coup de toute une étude très cadrée vers quelque chose de complètement libre et ça, j'ai voulu, l'exprimer. C'est pas le seul, mais j'ai voulu l'exprimer avec l'oracle These Blue Bones. Je vous en ai déjà parlé dernièrement. Il ne veut pas sortir. C'est un oracle de Rose Bétaro. Et cet oracle, eh bien, en fait, j'ai une étude intuitive avec lui. C'est-à-dire que je tire une carte, je la regarde, je laisse venir ce que je ressens
J'observe les symboles. Je peux très bien, par exemple, si je maîtrise pas bien le symbole de la rose, je peux aller regarder dans mon encyclopédie des symboles ou faire une recherche sur les roses roses ou voilà, là, par exemple, il y a des fleurs de cerisier. Je peux faire des recherches là-dessus pour voir si la symbolique nourrit la carte. Je vais regarder le titre. Bon, bah, là, effectivement, on voit un baiser, il s'appelle le baiser. Puis on voit une rose sur un oreiller. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je cherche pas à comprendre au fond du fond, vraiment, ce que l'autrice a voulu mettre dans chaque carte. Je cherche à comprendre ce qu'elle me fait ressentir. Et ce que moi j'y vois et ce que moi j'y mets comme symbolique, comme vécu personnel dans cette carte. Par exemple, sur la rage silencieuse, on voit ce regard, peut-être que ce regard, voilà, avec la larme qui coule, ça pourrait te faire penser à, quelque chose que tu as vécu, quelqu'un qui t'a déjà regardé comme ça, voilà. L'idée, c'est en fait d'aller regarder un petit peu dans la carte ce qu'elle cherche à nous dire, à nous. Et donc du coup, avec ce jeu-là, bah, moi, ce que je fais, c'est que j'écris un poème. Je vais prendre une carte. Je l'ai fait pour cette carte-là, d'ailleurs. Je vais prendre une carte, enfin, je vais tirer une carte, je vais mélanger, je vais tirer une carte et puis, alors j'ai pas tout fait, hein, c'est un gros bébé. Je vais aller, bah, regarder Fruit of the Dead, donc le fruit du mort, le fruit du mort. Ou le fruit de tout ce qui est mort. Là, on voit ce chemin avec, ces arbres qui n'ont pas de feuilles. On voit ce cœur noir, qui fait penser un peu comme un flacon de parfum ou de poison. Et puis ici, on voit que c'est plutôt, très fleuri, très abondant au niveau de la nature. Qu'est-ce que ça peut, moi, m'évoquer? Voilà. C'est pas forcément là, dans cette étude-là, un besoin d'aller, creuser les symboliques propres, par exemple de Deep Dark. On voit l'eau, on voit la nuit, on voit la lune. Peut-être que moi, je vais pas forcément aller, quand je l'étudierai, regarder en profondeur, j'aime beaucoup celle-ci. Je vais peut-être pas forcément aller regarder, il y a beaucoup de lunes, hein, sur ces cartes, hein. Il y a énormément de lunes, hein, on le voit. Il y a beaucoup de lunes partout. Donc voilà, je vais pas forcément, là, on a ce cœur sur le fait de rentrer à la maison. Bah, qu'est-ce que pourrait peut-être m'inspirer, moi, ce sentiment quand on rentre à la maison après un voyage ou après un déplacement? Voilà, et donc en fait, je vais la contempler là. C'est vraiment plus de la contemplation comme on peut le faire avec une œuvre d'art quelle qu'elle soit, peinture, sculpture, peu importe. Et puis je vais écrire un poème. Donc j'ai dédié un carnet dans lequel, bah, en fait, quand je tire une carte, quand j'ai envie de tirer une carte et bien ensuite je me pose avec la carte et j'écris mon poème. Et ça, j'aime beaucoup faire ça, notamment avec ce jeu-là parce qu'il laisse vraiment libre cours à l'imagination. Et tu peux le faire avec n'importe quel jeu. Tu peux le faire de n'importe quelle façon. Tu es pas obligé d'écrire un poème. Tu peux écrire ce que ça te fait ressentir tout simplement, même si ça a rien à voir avec la signification officielle, encore une fois. Et en fait, tu fais une œuvre créative et tu peux, si tu es plutôt art visuel, et ben, tu peux, dessiner quelque chose, peindre quelque chose, en fait, c'est de l'expression libre. Tu peux même prendre une carte, si tu es musicien, tu prends une carte et puis tu peux composer quelque chose par rapport à ce que te fait ressentir la carte, par exemple. Tu te poses, moi par exemple je fais du piano, je pourrais très bien prendre une carte, me poser, devant mon piano et puis, commencer à composer quelque chose, que la carte me fait ressentir. C'est complètement libre, mais encore une fois, l'idée c'est que toi-même derrière tu aies une expression un peu artistique et créative autour de la carte et ça en fait, ça va t'aider à créer un lien avec les cartes parce que tu vas te souvenir de ce que tu as écrit, tu pourras t'y référer, du coup tu auras étudié la carte quand même visuellement. Donc quand tu retomberas dessus, tu te diras: «Ah bah oui, c'est vrai que ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça». Moi, j'aime beaucoup faire ça, et par exemple avec lui, j'ai décidé comme ça, très spontanément, c'est le jeu un peu qui m'a dicté le truc parce que je le trouve très poétique, très mélancolique et du coup, j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit: «Bah tiens, j'écris pas particulièrement de poèmes de base», mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» M'essayer à ça. Après j'écris pas, j'en fais pas tous les jours, mais j'aime bien.
ça me repose, ça me pose avec la carte. Derrière, je vois la carte différemment parce que j'ai pris un temps avec elle. Et, et des fois, c'est voilà, par exemple, la rose avec ses épines, bah ouais, ça va forcément te faire penser à quelque chose. Et puis là, pour le coup, littéralement, c'est une rose et c'est des épines de rose. Des fois, il faut pas forcément aller chercher plus loin. Il y a certaines cartes où, voilà, on est... pour le coup, là, je vais pas forcément chercher à aller creuser la symbolique. Je vais plutôt chercher à voir ce que la carte me fait ressentir et à écrire quelque chose dessus. Ça peut être de l'écriture libre, ça peut être n'importe quelle façon d'écrire dessus. L'idée, c'est que tu gardes quelque chose de chaque carte et de ce que la carte t'a fait ressentir. Et je fais un petit peu le même type de choses, mais là, j'ai plus une étude psychologique avec le Cave of Sybil, qui est le jeu avec lequel je travaille sur mon Dark Féminine. Je vous en ai parlé aussi récemment. Et le Cave of Sybil, ce que je fais, c'est que, bah, pareil, je tire une carte, je vais poser la carte. Alors, elle a un nom auto, la carte, elle n'a pas un nom là, mais bref. Je vais regarder vraiment la symbolique. Pour le coup, je vais creuser la symbolique, je vais creuser tout ce que je vois dessus. Et en fait, je vais travailler, mais d'un point de vue psychologique, je vais aller directement écrire pour essayer de comprendre en quoi dans mon vécu, dans mon ressenti, dans moi, par rapport à moi précisément, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me fait ressentir et je vais écrire dessus et à chaque fois, en fait, chaque carte va avoir un lien. J'en ai certaines qui ont des liens avec ma maternité, d'autres avec le pouvoir, d'autres... Enfin voilà, chaque carte, en fait, va un petit peu te... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Chaque carte me donne un petit peu le ton de quelque chose à creuser. Je le mets dans les méthodes intuitives parce que j'ai décidé de façon assez intuitive d'étudier ce jeu comme ça et après j'ai décidé de le creuser un peu plus psychologiquement. Mais à la base, en fait, c'est tout à fait intuitif par rapport à moi, ce que me fait ressentir le jeu, c'est un peu comme celui-ci. Et j'ai décidé derrière d'aller le creuser de cette façon-là, mais j'aurais très bien pu écrire des poèmes sur les cartes aussi, j'aurais très bien pu faire complètement autre chose. Donc voilà, ça c'était pour la méthode intuitive, enfin que j'appelle hein, comme ça. Ensuite, il va y avoir la méthode culturelle, voire mythologique ou historique. Et ça, j'avais envie de vous le décrire avec le tarot des sœurs sorcières. Le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey. Ce tarot, je l'ai étudié. Parce que, alors déjà, c'est des portraits sur chaque carte. Ça, c'est quelque chose qui m'a intriguée, mais qui m'a beaucoup perturbée. Et j'avais besoin d'étudier chaque carte à la lumière du guidebook pour comprendre. Et il s'avère que les cartes de cours représentent tout particulièrement des personnages mythologiques. Il faut savoir que ce jeu il est très ancré dans le folklore écossais, folklore celtique écossais. Et du coup, j'ai eu envie de l'étudier sous le prisme de ce folklore-là, notamment à travers les cartes de cours, j'ai dit. Je parlais des arcanes majeures, je parlais pas des cartes de cours, pardon. Mais je crois que j'ai dit cartes de cours. Et en fait, notamment, par exemple, bon, voilà, je ne vais pas forcément la voir, mais l'impératrice, enfin, il y a des représentations vraiment mythologiques. Nick Neven, par exemple, qui est la grande prêtresse et qui est un personnage mythologique dans la culture celtique. Et du coup, ce tarot-là a été un prétexte. Alors, bien évidemment que je l'ai étudié à la lumière du guidebook. C'est le guidebook qui m'a dit, par exemple, bah voilà, sur la mort, c'est la Kailear. Moi, je prononce comme ça, je ne sais pas si c'est exactement ça. Et donc voilà, après, tu vas regarder le mythe, si tu ne le connais pas. Là, c'est le sorbier et le chardon, très intéressant aussi. Voilà, je vous disais, donc Nick Neven. C'est donc une reine sorcière du folklore écossais. Et donc, en fait, eh bien, ensuite, parce que, bien évidemment, c'est pas forcément très développé dans le guidebook, et bien ensuite, j'allais faire mes propres recherches sur les différentes divinités qui peuvent être mentionnées, les différents éléments du folklore celtique, etc., etc. Ça va être une approche qui va être liée à la culture, à l'histoire et à la spiritualité d'un certain folklore et à tout ce qui peut être autour. Lui, l'étudier comme ça m'a aidé à éclairer un petit peu les cartes.
pas évident, hein. C'est un jeu qui est très challengeant du fait que ce soit des portraits sur toutes les cartes. C'est quand même assez challengeant. Parfois, il y a des animaux, mais c'est très rare. Et ça m'a appris, en fait, j'ai eu envie de l'étudier parce que j'avais envie aussi d'apprendre des choses sur cette culture celtique. Voilà. Des choses en plus qui ne sont pas forcément représentées dans les différents oracles ou autres qu'il peut y avoir sur cette culture. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et de la même façon, il y a le tarot de la forêt enchantée, je crois que c'est ça, qui est très intéressant aussi à étudier d'un point de vue mythologique, d'un point de vue folklore, d'un point de vue culturel. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est plutôt le côté culturel, mythologique, etc. Ensuite, il va y avoir aussi la méthode symbolique. Alors, j'ai décidé de vous l'illustrer avec 2 jeux cette fois-ci, parce que bah, c'est un peu différent. Alors, il y a le Alchemical Visions Tarot, dans lequel il y a des représentations. Alors déjà, c'est une très grande carte. Vous voyez, ça rentre à peine dans le champ. Et en fait, c'est hyper détaillé. Ici, on a Hermès. Là, on a un arc-en-ciel. Ici, on a le signe de Jupiter. Ici, ça fait référence à... Ça peut faire référence à Chiron. Ici, on a des dauphins. Là, on voit des alligators ou des crocodiles. Et puis, en bas, il y a toutes ces personnes, en fait. Et c'est hyper... voilà, le fou. On voit plein de choses dans les cartes, en fait, quand on les regarde. Et dans le guidebook, eh ben, c'est très détaillé aussi, en fait, pour chaque carte. Voilà. C'est très détaillé. Il y a quand même pas mal à faire, hein, parce que c'est écrit petit. Et bah en fait, tu regardes ça, et puis quand l'auteur fait référence à quelque chose, et bien après, voilà, libre à toi d'aller creuser et de faire tes propres recherches dessus. Et ça, j'avoue que moi, ça, j'adore. Par exemple, là, ça parle du Valhalla, ça parle d'Apollon. Oui, parce que d'ailleurs, j'ai dit Hermès, mais c'est Apollon. N'importe quoi, hein, c'est Apollon. C'est hyper intéressant parce qu'après, bah là, ça ne te parle pas du mythe d'Apollon, enfin d'Apollon en lui-même. Donc, tu peux aller faire des recherches sur Apollon. Tu peux aller faire des recherches après directement, bah, comme je te le disais, sur le Valhalla. Tu peux faire des recherches sur plein de choses. Et puis sur l'alchimie en elle-même, parce que ça reste un deck qui parle aussi d'alchimie. Donc là, on va creuser un petit peu plus la symbolique, alchimique. Ça peut être de la géométrie sacrée aussi. Ça peut être des couleurs. Pourquoi, par exemple, bah, voilà, là, il y a un arc-en-ciel quand même sur la carte. Ici, voilà, on va avoir, à chaque fois, il y a des touches de couleurs. Alors, des fois, il y a des fleurs, mais des fois, voilà. Est-ce que dans les couleurs, il peut y avoir quelque chose de notable, en fait? Ça, c'est super intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup, enfin, puis en plus, le guidebook est hyper riche, donc voilà, encore une fois, c'est en anglais, hein. Mais c'est super intéressant parce que, du coup, tu comprends, en fait, les symboles que l'auteur a voulu mettre dedans. Et bah, tu vas pouvoir avoir une approche plus symbolique du tarot. Et le deuxième jeu, du coup, qui remplit ça pour moi, c'est le Peculiar Pathways Tarot de Lennox Rees. Et lui, j'ai aussi son guide qu'on peut se procurer à part. Je vous en ai déjà parlé. Et lui, en fait, c'est super intéressant parce que, bah, par exemple, on va prendre le magicien. On est sur le magicien. Voilà. Tu vas avoir la représentation du rider, tu vas avoir la représentation de la carte. Et en fait, ça va t'expliquer la table. Ça correspond à quoi? Le fait d'avoir les 4 éléments, ça correspond à quoi? Le serpent, il correspond à quoi? Etc. Et en plus, il y a un parallèle qui est fait où tu vois, par exemple, petit 1, c'est la table. Petit 2, voilà, donc ça montre tous les éléments en petit 2, et puis tu revois tous les éléments en petit 2. Et en fait, alors, elle ne réutilise pas nécessairement à chaque fois tous les symboles du rider, mais elle t'explique en tout cas les symboles qu'elle a choisis et en quoi ça sert la signification de la carte. Donc ça, c'est super intéressant. Et bien évidemment, bah, il y a tout un explicatif déjà sur la signification de la carte de base. Moi, ce que j'adore, c'est cette partie-là surtout parce que bah, tu comprends en fait tous les symboles. Et elle fait ça pour toutes les cartes. Donc par exemple, là, le page. Voilà. Le page de bâton, même chose. Et là, on voit bah, qu'elle a reproduit le chapeau. Elle a mis un cactus. Mais si tu regardes petit 1, le cactus, tu vois
qu'il n'est pas reporté ici. Il n'y a pas de cactus sur le page de bâton de base, mais elle a choisi de le représenter avec un cactus. Elle explique pourquoi. C'est hyper riche. Et moi, j'adore. Là, c'est vraiment une étude symbolique. Tu peux en plus t'aider si tu as un bouquin ou que tu connais des sites sur les symboles. Tu peux t'aider de ça. Bon, alors après, moi, j'ai pas tout dans le livre, hein. Par exemple, si je vais regarder à cactus, je suis pas sûre d'avoir... Je suis pas sûre. On fait le test ensemble, mais honnêtement, je suis pas sûre. Non, il n'y a pas de cactus. C'est quand même, voilà, c'est quand même souvent des symboles assez anciens, mythologiques, historiques, astrologiques, tout ça. Mais voilà, des fois, des symboles simples, entre guillemets, il n'y a pas. Donc, elle écrit pourquoi le cactus. Et puis après, tu peux faire des recherches internet aussi sur la symbolique du cactus. Enfin, voilà, tu peux tout à fait approfondir, même si, voilà, t'as pas forcément de livre là-dessus. Ça peut te permettre un petit peu de comprendre les symboles qu'elle a voulu mettre derrière. Là, c'est vraiment une méthodologie symbolique comme pour le Alchemical Vision. C'est vraiment, on va aller creuser les symboles dans la carte et on va aller se nourrir de ça pour comprendre pourquoi ce symbole-là, il est intéressant pour telle ou telle carte. Et franchement, avec celui-ci, c'est génial. Si vous voulez étudier la symbolique d'un jeu, le Peculiar Pathways, il est top parce que il va servir le Rider-Waite-Smith, puisque c'est un Rider-Waite-Smith. Et donc, tu vas mieux comprendre aussi la signification de la carte de base, même si des fois, il y a des symboliques sur lesquelles elle s'est un peu éloignée par rapport à la symbolique classique. Par exemple, là, le fou, c'est le chien qui est central. C'est super intéressant, en fait, de voir sa vision à elle. Moi, je sais que j'adore aller, même, ne serait-ce que maintenant, voilà, dès que je vois un symbole dans une carte, je vais aller regarder si elle n'a pas mis le même, et puis si je peux pas retrouver le lien qu'elle a fait avec ce symbole. Enfin, c'est un travail de dingue qu'elle a fait pour ce tarot-là. C'est un peu plus guidé, du coup, que le Alchemical Visions, parce que le Alchemical Visions, tu vas aller creuser un petit peu dans ce qu'a écrit l'auteur pour ah bah tiens hop tic il parle de ça, je vais aller faire des recherches ou autre, que elle a vraiment décrit chaque symbole, donc c'est vrai que c'est un peu plus guidé, mais vraiment c'est moi j'adore étudier les symboles de cette façon en tout cas. Bien évidemment là je vous donne des cas de figure séparés, on va dire. Mais il peut y avoir des jeux où on va retrouver un petit peu de tout ça à la fois. Vous verrez notamment avec le jeu qui a été choisi pour l'étude de jeu à travers le cercle d'études de la lanterne. C'est un jeu qui réunit plusieurs choses et c'est en ça qu'il va être assez riche et assez intéressant. Ensuite, il y a la méthode historique. Oui, j'ai appelé ça la méthode historique. Vous allez comprendre. Tac. Et cette méthode-là, c'est une méthode que je vais utiliser, je ne l'ai pas encore étudiée, mais que j'ai très envie d'utiliser du coup pour étudier le XN 2.0 tarot de Suzanne Treister. Lui, pourquoi méthode historique? Parce qu'il relate des faits où il parle de personnages historiques. Là, par exemple, ça parle de Grassroots. Je ne sais pas ce que c'est, hein. De The Wall. Voilà, à chercher. Ici, c'est Anthony Stafford Beer, donc c'est un personnage pour ce roi de coupe. À voir, voilà. Le 2 de bâton, c'est Clodo. Qu'est-ce que Clodo? Donc voilà, vous avez compris à chaque fois sur les cartes, par exemple les amoureux, c'est Margaret Mead et Gregory Bateson. Là, c'est l'Astrolabe. Là, c'est Nikola Tesla. Cyberwar. H.P. Lovecraft. Bon, il y a pas mal de personnages, mais pas toujours. Là, par exemple, ça va être tous les services secrets à travers le monde. Voilà, il y a des personnages, Alan Turing encore. Transhumanisme, par exemple. Là, c'est plutôt une notion un peu philosophique. Là, ça parle d'une bombe. Voilà. Computing, donc l'ordinateur. Des fois, c'est des personnages, Macy Conferences, donc ça, c'est des conférences qui ont eu lieu. Après, derrière, tu vas faire tes propres recherches pour comprendre. Business International Machine. Pour comprendre ces concepts-là, Aldous Huxley. Des fois, c'est des concepts. Hein. Alors, c'est beaucoup lié à la technologie, Ada Lovelace. Beaucoup lié à la technologie, c'est beaucoup lié parfois au social aussi.
C'est beaucoup lié aux politiques. Ça va être aussi pas mal lié, par exemple, à Google, Flower Power, Summer of Love, Civil Rights Movement. Voilà, ça va... Il y a beaucoup, beaucoup de choses écrites en plus sur chaque carte, hein, donc cybernetics. Et en fait, à chaque fois, à toi d'aller faire ARPANET, par exemple, pour la tempérance. À toi d'aller faire, en fait, à chaque fois tes propres recherches sur, sur les concepts, sur... il y a aussi, par exemple, dedans, le 3 d'épée. Ah non, c'est le... Voilà, il est là. Je tombe dessus au moment où je vous en parle. MK Ultra, qui était un programme de la CIA. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, mais c'est super intéressant parce que ça nous apprend des choses sur notre histoire, sur notamment lié à tout ce qui peut être technologique, mais aussi aux guerres, à la politique, tout ça. Donc c'est quand même super intéressant. Et elle en sort un nouveau là, le 5.0 sur un aspect plus écologique. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Ouais, ça parle de science-fiction, de projets scientifiques, de recherche militaire et gouvernementale, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant si tu t'intéresses par exemple à ça, d'aller étudier à chaque fois avec chaque carte ces faits historiques-là, ça peut être super intéressant. Et donc, par exemple, là, elle va sortir le 5.0 qui va être plutôt sur un côté écologique, donc ça peut être intéressant aussi d'aller étudier tous ces concepts-là avec le prisme du tarot, et du coup, derrière, tu comprends mieux le tarot, et tu peux mieux t'en servir aussi, parce que tu sais pourquoi sur la carte du diable, eh bien, elle a décidé de représenter ça. Donc voilà, ça, je trouve ça super intéressant, mais encore une fois, il y a un côté vraiment historique aussi dans certains jeux. Est-ce que j'ai d'autres jeux Est-ce que j'ai d'autres jeux comme ça, où il y a un côté un peu vraiment historique? J'en ai pas qui me vient. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce prisme-là, c'est quelque chose que vous avez déjà creusé dans un jeu, ou si vous avez des jeux autres que celui-ci qui creuse un petit peu ce côté-là. Après, il va y avoir un côté un petit peu plus biographique. Et là, j'ai choisi un oracle et un tarot. Le Renowned Artist Tarot de Samantha Perez et le Raw Oracle de MJ Cullinane. Alors, pourquoi je les ai un peu réunis tous les deux parce que sur les cartes, donc ça c'est un tarot, l'autre c'est un oracle, sur les cartes en fait, chaque carte va représenter un artiste ou une figure historique. Alors ça peut être un peu relié quand même au Exen, parce qu'il y a ce côté des personnages qui ont existé, que ce soit des peintres, enfin des artistes, des sculpteurs ou autres, que des personnes publiques. MJ Cullinane, elle a choisi de représenter uniquement des femmes, mais c'est des femmes qui ont évolué dans tout plein de domaines différents. Vraiment. Et donc c'est intéressant parce que par exemple si je tombe sur Georgia O'Keeffe, alors il s'avère que Georgia O'Keeffe elle est aussi ici, puisque Georgia O'Keeffe c'était une peintre, une peintresse, je vais pas la trouver, ça sert à rien que j'aille la chercher, mais voilà, Georgia O'Keeffe, dans le guidebook va y avoir écrit des petites choses sur elle, et puis après, tiens, pourquoi j'irais pas aller faire des recherches sur elle. Voilà, on a ce symbole là qui est ici, on a les coquelicots, pourquoi Estée Lauder, voilà, pour chaque personnage Ada Lovelace, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc en plus, dans des jeux, ça peut se recouper aussi. Comme je vous disais là, il y a aussi Georgia O'Keeffe dans celui-ci. J'ai aussi Georgia O'Keeffe, si je dis pas de bêtises. Georgia O'Keeffe, je l'ai aussi dans l'oracle de l'art, qui pourrait être un très bon oracle aussi à étudier pour étudier les artistes d'un point de vue un petit peu plus biographique. Et je me demande si je l'ai pas aussi je l'ai aussi dans les sorcières de la littérature, l'oracle les sorcières de la littérature. Donc vous voyez, dans plusieurs jeux, on peut retrouver le même personnage historique, et du coup, pourquoi pas recouper aussi entre les jeux. Bah tiens, lui, je l'ai déjà vu dans tel ou tel jeu, je vais aller creuser un petit peu plus, on peut très bien avoir des choses qui se recoupent. Moi, l'art, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Donc, je vais avoir des jeux où ça va se recouper. Mais sinon, voilà, moi j'ai des personnages ici que j'ai découverts, que je connaissais pas du tout, j'ai découvert leur vie, j'ai eu envie d'aller creuser, et du coup, quand je tire la carte, eh bien, je comprends
leur vécu, leur histoire et je comprends ce qu'il y a, voilà, ma très chère Mary Shelley qui est, l'autrice de Frankenstein, qui est un de mes livres préférés. Et voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Rosa Parks, bien évidemment. Maya Angelou. Maya Angelou, elle est aussi dans les sorcières de la littérature. Pamela Colman Smith, bah, c'est pareil, Pamela Colman Smith. Ça va servir aussi l'étude du Rider Waite Smith en soi, parce que comprendre sa vie, ça permet aussi d'éclairer notre compréhension de ses représentations sur les cartes. Et puis ici, ce qui est intéressant, parce que là c'est vraiment un oracle, donc l'idée c'est vraiment de s'imprégner un petit peu du vécu de chaque personnage et de le relier peut-être à nous, ce que ça nous évoque en nous, et après quand on va tomber sur la carte, on va se souvenir un petit peu de ce que la personne a pu vivre, traverser et tout, et en quoi cette carte elle résonne en nous. Et ça se trouve, ça sera quelque chose de complètement différent d'une personne à l'autre parce que quelqu'un va se sentir un petit peu proche de cette personne pour telle ou telle raison, et puis une autre personne va plutôt se reconnaître dans telle ou telle chose. Donc c'est ça qui est riche en fait dans le fait d'étudier ce genre de choses, et notamment les oracles qui vont représenter des personnages ou des archétypes. Ça va être, bah, du coup, on va identifier quelque chose de vraiment très personnel à la carte. Ici, c'est plus sous le prisme du tarot, donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller comprendre pourquoi, par exemple, pour le 3 d'épée, on a représenté Alice Neal, quelle est la vie d'Alice Neal, quel peut être le lien avec cette carte du 3 d'épée. L'idée, ça va vraiment être d'aller, voilà, Edward Hopper, pourquoi pour le 5 de coupe, par exemple, Edouard Manet, pourquoi pour le 10 de coupe, Yves Klein, pourquoi sur le pendu, etc., etc. Dali pour le magicien, bon, bah, si on connaît Salvador Dali, c'est vrai que c'est très bien trouvé. Goya pour le diable, Van Gogh pour l'étoile. Et donc, eh ben, aller creuser à la fois dans le guidebook et dans le vécu de l'artiste pour réussir à comprendre un petit peu quel peut être le lien avec la carte en elle-même. Ça, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que je trouve que c'est intéressant d'aller se dire, bah tiens, voilà. Par exemple, Goya pour le diable. Pourquoi Goya pour le diable? C'est super intéressant. Tu comprends ce que l'auteur a voulu mettre dedans. Tu comprends pourquoi il a choisi cet artiste-là précisément et pas un autre. Et très intéressant aussi la vague d'Okuzai pour le 6 d'épée, par exemple. Gauguin pour le 8 de coupe. Et en fait, tu comprends de la croix pour le 10 de bâton. Tu comprends qu'il y a forcément un lien dans son œuvre, dans son vécu. L'empereur pour Basquiat, par exemple. Intéressant, Yoko Ono et John Lennon pour les amoureux. Je les ai aussi tous les deux. Je sais plus si c'est la carte des amoureux, mais je les ai aussi dans le Rockstar Tarot. C'est intéressant. Bref, l'idée là, spécifiquement dans le tarot, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cet artiste-là a été choisi pour représenter telle carte. Moi, je trouve ça super riche. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas fait encore pour celui-ci. Alors, bien sûr que certaines cartes, voilà, je vais regarder si je connais pas l'artiste. Ah bah tiens, pourquoi? Ou si je comprends pas le lien. Voilà. Kandinsky pour la justice, très bien trouvé aussi. Ici, ça va être plutôt m'approprier en fait l'histoire de la personne pour faire un lien avec ma propre histoire. Et du coup, quand je tombe sur la carte, ça me tilte tout de suite. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc vous voyez que là, on est plutôt sur des personnages historiques. L'idée, c'est d'aller un petit peu creuser son vécu pour comprendre la carte et notamment dans le tarot pour comprendre pourquoi l'auteur a pu l'utiliser pour représenter cette carte-là en particulier. Pour MJ Cullinane, le guidebook est quand même assez bien fourni, mais c'est bien de faire ses propres recherches. Pour celui-ci, je peux pas dire que le guidebook est pas explicite, parce que ça explique quand même, hein, on a un peu la vie de l'artiste. Mais j'avoue que moi, j'ai déjà un petit peu creusé, j'ai eu besoin un petit peu d'aller chercher plus loin pour en savoir plus, pour comprendre un peu plus l'artiste et pour essayer de voir quel pouvait vraiment être le lien avec la carte. Il y a le mérite d'avoir un petit quelque chose, mais voilà, c'est pas. On a aussi besoin de faire ses propres recherches. J'ai pas encore ouvert de carnet spécifique d'études. Je pense que pour lui, par exemple, ce que je ferais, c'est que effectivement, je créerais un carnet, mais au fil des cartes. C'est-à-dire que si je l'utilise et que je tire une carte et que j'ai besoin d'en savoir plus, à ce moment-là, j'irai un petit peu faire mes recherches et puis j'écrirai dans mon carnet mes notes. Mais je vais pas faire une étude de bout en bout du jeu, par exemple. C'est pas. Moi, personnellement, c'est pas le jeu qui m'appelle pour ça. L'Aurore Oracle, c'est pareil. En fait, quand je tire une carte, parce que je tire toujours qu'une seule carte de cet oracle.
que ce soit dans un tirage patchwork ou un tirage où je vais tirer une carte oracle avec une carte de tarot. Mais le Roar Oracle, je ne vais tirer qu'une seule carte et vraiment m'imprégner de l'archétype et de la personne. Donc du coup, j'ai le temps après d'aller cheminer avec et d'aller faire des recherches et tout. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. L'idée dans cette, méthodologie un peu plus biographique, c'est de comprendre pourquoi cette figure-là, elle a été utilisée sur une carte, pourquoi cette association-là précisément a été faite et qu'est-ce que tu retires un petit peu de qu'est-ce que cet archétype, qu'est-ce que cette personne t'enseigne spécifiquement. Donc c'est un peu relié au Hexane parce que du coup le Hexane, tu vas aller étudier ce concept ou ce fait historique, pour le relier à la carte, mais c'est plutôt sous un prisme, artistique ou un peu plus «biographique» entre guillemets. Ensuite, il va y avoir, pareil en lien avec ce côté, archétype de personnalité, on va dire, il va y avoir, le côté vraiment archétypal, que j'ai décidé ici de représenter à travers les déesses. Et du coup pour ça, j'ai choisi le Dark Goddess Tarot, mais j'ai plein de jeux sur les déesses, j'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai choisi le Dark Goddess Tarot d'Hélène Lorenzi Prince. C'est avec lui que je fais mon tirage, pour, déterminer ma déesse du mois cette année. Et donc le Dark Goddess Tarot, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un explicatif quand même mythologique, sur la déesse. Et puis ensuite, sur ce que ça peut signifier, par rapport à la carte. Et en fait, tu fais très facilement avec le guidebook le lien. Moi, personnellement, je creuse différemment, c'est-à-dire qu'après, par exemple, là, pour Hécat, eh bien, je suis allée faire un tirage sur Hécat par rapport aux besoins aux choses qu'elle pouvait avoir à m'enseigner dans le mois. Et puis des recherches, alors Hécat, je la connais très bien, mais par exemple, Chantico, je sais pas. La Pity, c'est ma carte de l'année, donc je la connais très bien. La Llorona, je la connais bien. Aphrodite aussi. She ou Watch, celle qui regarde. Je sais pas. Blue Dakini, j'ai quelques notions. Inanna aussi. La Morrigan, bien évidemment. La Dame du Lac. Epona. Nut. Il y en a, c'est très fluide. Et puis il y en a d'autres un peu moins. Je vais avoir besoin d'aller rechercher un peu plus sur elle. Blue de Wet, par exemple, j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, je sais pas si je prononce bien, c'est comme ça que je prononce moi, mais Déméter, je la connais bien aussi. Et puis Némésis, et puis il y en a certaines, voilà, que je connais pas plus que ça, parce que ça vient de mythologie que je maîtrise pas trop ou autre, et ça va être intéressant pour moi d'aller faire des recherches sur l'archétype si je tombe sur la carte. Alors, ça reste un tarot, donc des fois je peux le tirer en tant que tarot. C'est vrai que pour mon tirage patchwork du mois, je ne regarde que la divinité et puis ensuite je vais aller faire des recherches, créer un tirage, etc. autour de cette divinité. Alors je vais ouvrir à mon chat. Voilà. Hop, comme ça elle arrêtera de gratter et de nous perturber. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même aussi regarder la carte et me dire oh tiens, Artémis elle a été choisie pour représenter cette carte là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ou là par exemple Chantico pour le 9 de bâton, c'est hyper intéressant. Donc lui il a cette richesse qu'il associe en plus, non seulement tu peux étudier les divinités avec, mais en plus, il les associe à un arcane de tarot. Donc, de la même façon, pour le Renowned Artist Tarot, tu peux aller chercher en quoi cette divinité-là, elle va être intéressante pour, par exemple, Brigid, là, pour la tempérance. C'est assez intéressant d'aller voir pourquoi Brigid a été choisie pour la tempérance. J'ai bien sûr d'autres jeux comme le Dark Goddess Oracle, comme les Red Seeds, enfin j'ai plein de jeux hein, sur les divinités, notamment la divinité féminine. J'ai aussi l'oracle Odysseia du Duc Vanupier et de Nyx Tarot. Là, pour le coup, il va y avoir aussi d'autres personnages mythiques, pas forcément que des déesses ou des dieux. Donc c'est assez intéressant. Là, c'est vraiment plus un travail archétypal. Donc ça pourrait être un deck archétype sur des archétypes précis. Ce serait la même chose, il y aurait la même recherche. C'est vrai que moi, souvent, je travaille beaucoup avec les divinités autour des archétypes. Donc ça me parle beaucoup. Mais l'idée, ça va être d'aller creuser l'archétype en lui-même, aller regarder son mythe, son histoire, ses symboles aussi. Par exemple, Hécate, elle a la torche.
Elle avait bien ces 2 torches dans les mains. Voilà, ça fait partie des symboles. Pourquoi elle a ces symboles-là? Et puis ensuite, je vais aller un peu plus loin. Puisque personnellement j'ai un travail archétypal assez fort, je vais aller chercher comment intégrer cet archétype dans ma propre évolution, dans mon propre travail et je vais travailler, cheminer avec l'archétype. Ça peut être pareil pour un symbole, hein. Je peux tomber sur un symbole, dans le Peculiar Pathways et puis avoir besoin de cheminer par exemple le serpent, avoir besoin de cheminer avec la symbolique du serpent. De la même façon, je vais faire le même type de recherche que pour un archétype. Donc voilà, c'est pas forcément que pour les archétypes, mais moi j'aime bien le relier à ma pratique derrière et leur trouver des utilités dans ma pratique derrière. Et du coup, le relier à la psychologie, à la transformation personnelle, au développement personnel. Voilà, je boucle un peu la boucle, mais ça peut se faire aussi avec un symbole, pas uniquement avec les archétypes. Et ça peut se faire, par exemple, aussi avec, des jeux, comme, la Flora, où là, on va être plutôt sur les plantes. Et de la même façon, celui-là, tac. De la même façon, celui-là, en fait, tu vas aller regarder, tiens, sur la carte du fou. Alors, c'est pareil, c'est un peu comme pour les déesses. Je suis tellement fan de cet univers-là, de cette thématique-là, j'ai plusieurs jeux sur le sujet. Donc, je vais avoir différents tarots sur les plantes. Le Herbal Tarot, le Tarot Botanica. Et je vais avoir aussi pas mal d'oracles, que ce soit sur les plantes en elles-mêmes ou sur les huiles essentielles. J'ai le Dirt Gems, j'ai sur les huiles essentielles, celui que j'utilise tous les mois, c'est l'oracle des essences subtiles. Sur les plantes, j'en ai d'autres, hein. J'ai l'oracle botanique des divinités qui va relier les plantes et les divinités. Donc en plus, ça relie 2 choses que j'aime beaucoup, donc ça, c'est pas mal aussi. J'en ai plein d'autres, là, ça me vient plus forcément, mais j'en ai plein d'autres. Bref. Et donc du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des études croisées aussi. Comme j'ai dit là pour les divinités, je peux très bien aussi, je tombe sur E4, j'ai E4 dans d'autres jeux. Je vais sortir toutes mes cartes des 4 et je vais regarder un petit peu ce qui est dit dans les guidebooks sur les cartes et tout. Et ça va me permettre d'enrichir tout ça en plus de mes recherches extérieures. Là, par exemple, c'est un pissenlit sur la carte du fou. Je sais que le pissenlit, c'est une représentation du fou qui est quand même assez courante. Pourquoi? Pourquoi le pissenlit? Donc faire des recherches sur le pissenlit, comprendre, et bien évidemment, pourquoi j'ai envie d'étudier celui-ci plus qu'un autre, c'est parce que, eh bien, il y a le bouquin. Et le bouquin, voilà, le bouquin, il va creuser des symboliques, il va aller nous parler de choses un peu plus profondes que. Donc, il va nous parler de la plante, il va nous parler du tarot, et puis il va nous dire pourquoi cette plante pour cette carte. Et il y a pareil pour toutes les cartes. Donc, ça, j'ai très très hâte. J'ai pas commencé encore. C'est le deck que je voulais étudier après le Spirit Keepers. Donc, pour l'instant, je l'ai pas commencé. Mais j'ai trop hâte. La grande prêtresse, la tulipe, le magnolia pour l'impératrice, je trouve ça super. Voilà. J'ai trop envie de commencer à étudier ça. Et d'aller voir dans mes autres jeux, notamment les tarots, faire des liens, voir ah bah tiens là c'est une représentation différente. Et puis voilà, j'ai très très hâte de faire ça et faire des interprétations croisées, c'est-à-dire d'aller me nourrir de mes jeux pour aller creuser, et puis ensuite carrément aller faire des recherches, par exemple là sur le pissenlit, si j'ai besoin, parce que voilà, j'ai besoin de comprendre le lien un petit peu plus, comprendre la plante un petit peu plus, et voilà, moi j'adore. J'adore, j'ai trop hâte d'étudier ça. Et aussi, du coup, à travers le prisme d'autres jeux. Hein. Et pour les DS, c'est pareil. Pour les symboles, c'est pareil. Tu peux croiser les symboles dans différents jeux, notamment avec le Peculiar Pathway. Je parlais du serpent tout à l'heure. Le serpent, c'est un des symboles qu'on va retrouver dans le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Pourquoi pas aller regarder aussi, et puis aller regarder un petit peu les représentations des serpents que je peux avoir dans des jeux un peu symboliques. L'idée, c'est un petit peu de recroiser aussi tous les symboles. Et c'est vrai que moi, personnellement, je vais avoir des grandes thématiques. L'art visuel, la peinture, enfin les grands artistes, les femmes, les figures historiques féminines, parce que j'ai le Raw Oracle pour ça, mais j'ai aussi le Hour Tarot, qui est un tarot exclusivement avec des représentations de femmes sur chaque carte. Et voilà, pareil, dans le guidebook, tu as un lien qui est assez profond. Donc si j'ai les mêmes personnages dans les deux, je vais pouvoir les étudier ensemble.
Je vais pouvoir aussi creuser pourquoi cette carte de tarot pour ce personnage-là, donc ça c'est intéressant aussi. Tout ce qui va être symbolique, tout ce qui va être autour des plantes, tout ce qui va être aussi autour de la littérature, et on y vient. C'est le prochain type d'études que vous pourriez avoir envie de faire. Ça va être une étude plutôt sous un prisme littéraire. Et alors là, j'ai pris 3 jeux. Carrément, je me suis lâchée. J'ai pris le Edgar Allan Poe Tarot, qui est un mass market, le Fairy Tail Tarot, qui est aussi un mass market, et le Vampire Tarot, qui était un mass market, si je dis pas de bêtises, mais qui est presque introuvable et que j'ai réussi à avoir sur eBay Canada récemment, et c'était une de mes licornes, donc je suis ravie. Pourquoi je vous dis méthode littéraire? Alors, on va d'abord prendre ça sous le prisme du Edgar Allan Poe. Le Edgar Allan Poe Tarot, il nous parle d'Edgar Allan Poe. Ce qui est intéressant, c'est... Moi, je suis une grande fan, hein, donc pour moi, c'était un indispensable de l'avoir. Et je connais ses œuvres, donc j'ai pas forcément creusé plus que ça et étudié chaque carte sous le prisme de ses œuvres. Et puis parfois, voilà, on va avoir des choses qui vont représenter Edgar Allan Poe en lui-même, sans forcément représenter une de ses œuvres. Mais souvent, ce sont des personnages en fait qu'il y a dans certaines de ses œuvres, tout simplement. Par exemple, ce 10 de bâton. Et quand tu vas aller regarder le 10 de bâton, eh bien, voilà, ça va te dire, dans la caisse oblongue, Cornelius Wyatt se ligote au cercueil de son épouse et saute de son navire en plein naufrage. Donc c'est exactement ce qui est ici représenté. Et donc tu sais que si tu veux faire un lien, tu peux lire la caisse oblongue. En fait, ça fait tout un lien avec, par exemple ici, le 2 de Pentacle. Ça parle de l'histoire qui s'intitule Bonbon, qui raconte les aventures de Pierre Bonbon. Donc en fait, ça fait un lien à chaque fois avec ses œuvres. Là, c'est le poème à ma mère. Voilà, c'est hyper intéressant. La semaine de 3 dimanches. Ici, c'est les aventures d'Arthur Gordon Pym. Démon de la perversité, etc., etc. Éléonora. Et après, il y a aussi des liens sur certaines cartes à sa vie. Hein. Pas toujours que son œuvre. Il y a certaines cartes qui représentent aussi un peu sa vie personnelle. Mais c'est super intéressant parce que voilà, ça va décrire ce qui se passe dans les œuvres et tout. Et ça, c'est voilà, super intéressant. Et donc, si tu as envie d'apprendre à connaître un peu mieux Edgar Allan Poe sous le prisme du tarot, c'est tout à fait possible et c'est super intéressant. Et tu peux à chaque fois, en parallèle de l'étude des cartes, aller lire l'œuvre en question pour essayer de mieux comprendre la carte, pour essayer de mieux comprendre les symboles qu'il va y avoir sur la carte, etc. etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi le Literary Tarot, parce que je suis une grande fan de littérature. Enfin, voilà, fan de littérature, j'aime la littérature et j'aime le lien qu'on peut faire entre la littérature et le tarot, notamment à travers Edgar Allan Poe, que j'aime énormément, mais en général. Et notamment à travers celui qui va venir juste après, c'est le Vampire Tarot. Puisque le Vampire Tarot est basé sur le Dracula de Bram Stoker. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est pareil, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore étudié. Ce que j'ai choisi de faire quand je me mettrai à étudier ce jeu, que j'étudierai un jour ou l'autre, les cartes sont gigantesques, quand j'étudierai ce jeu, je relirai Dracula en même temps. Pour vraiment m'imprégner des personnages, m'imprégner des représentations qui peuvent être faites, lire le guidebook bien évidemment en même temps pour comprendre. Bon, après, c'est assez limpide, hein. Comme le dit Robert M. Place, c'était presque tout trouvé d'illustrer Dracula à travers le tarot parce qu'il y a tellement de similitudes. Vraiment. C'est hyper intéressant. Vraiment, vraiment hyper intéressant. Et en fait, chaque représentation sur chaque carte a vraiment quelque chose
d'assez puissant. Et là, on retrouve encore Edgar Allan Poe et Ligeia, qui est l'un de ses personnages, Charlotte Stoker et Franz Liszt, par exemple, ici, donc les cartes de cour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir soit des personnages, soit des personnalités qui ont existé, Carmilla, par exemple, bien évidemment, le Fanu, Pamela Conman Smith, Sir Henry Irving. Et donc, eh bien, les cartes de cour, elles sont super intéressantes aussi à aller étudier. The Nightmare of Life and Death, Samuel Taylor Coleridge, Ellen Terry, Lord Byron. Et puis ici, par exemple, on va avoir Lord Ruthven, John Polidori, Florence Stoker et Bram Stoker lui-même. C'est vraiment un tarot qui a été fait tout autour de Dracula, tout autour de la vie de Bram Stoker et de ses contemporains. Donc c'est super intéressant. Bien évidemment, on va avoir une partie un peu plus théorique, hein, comme souvent avec Robert M. Place. Et puis ensuite, on va vraiment avoir le lien en fait entre les cartes et l'histoire de Dracula. C'est une vraie pépite. Mais moi, il est clair et net que je relirai le livre en même temps que j'étudierai le tarot. C'est sûr et certain. Il est où le fou? C'est sûr et certain, et je trouve que du coup ça peut vraiment permettre de... Voilà, c'est pareil comme je vous disais tout à l'heure avec les artistes, si vous ne connaissez pas l'artiste, allez regarder les œuvres de cet artiste, allez essayer de comprendre un petit peu, etc. Et donc je vous disais pour le Literary Tarot, c'est super intéressant parce que il y a une œuvre représentée sur chaque carte, et pareil, tu peux aller creuser l'œuvre, pourquoi pas lire l'œuvre carrément, pour comprendre pourquoi cette œuvre-là peut, à elle toute seule, incarner cette carte. Et moi, je trouve ça passionnant et j'adore. Alors, de la même façon que je le fais pour le Renowned Artist, par exemple, pardon, je vais aller, en fait, quand je tire une carte, faire des recherches si je connais pas l'œuvre ou autre, ou faire des... Voilà, pour essayer de comprendre. Mais je me suis pas encore mise à l'étudier de fond en comble. Par exemple, le Vampire Tarot, je vais vraiment l'étudier de fond en comble, et je vais vraiment lire Dracula quand je l'étudierai. Et j'hésite encore à, pourquoi pas, à un moment dans les études de jeu, intégrer des licornes comme ça, que peut-être tout le monde ne pourra pas se procurer, bien évidemment, je le comprends, mais peut-être que des gens qui se le procureront pas auront quand même envie d'aller étudier l'essence du jeu sans l'avoir entre les mains. Donc peut-être que je proposerai quelque chose d'un peu... voilà, sur des jeux comme ça, ou sur le Literary Tarot par exemple. Parce que quand bien même on n'a pas forcément le tarot soi, je sais que c'est quand même hyper intéressant d'étudier un tarot qu'on a nous-mêmes. Mais on peut simplement, pour sa culture personnelle, pour son apprentissage, pour ses connaissances personnelles, vouloir aller apprendre des choses sur un tarot et sur ce qui peut être lié ici, par exemple, la littérature, sans forcément l'avoir entre les mains, mais d'un point de vue purement... approche voilà, de connaissances personnelles, enrichissement de notre propre culture. Je trouve ça quand même super intéressant. Dernier tarot pour la méthode littéraire, donc c'est le Fairy Tale Tarot de Lisa Hunt. Et alors lui, il a été... Je l'avais remis dans l'ordre, j'y croyais, je m'étais dit, lui c'est le prochain. Je pensais vraiment, au vu des réactions de toutes les personnes sur la lanterne, je pensais que ce serait celui-ci qu'on étudierait. Donc j'avais commencé à le remettre dans l'ordre et tout, voilà. Mais il s'avère que ça en a été un autre que je vous présenterai juste après. Et lui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il représente des contes. Des contes de fées, des contes. Chaque carte représente un conte différent. Ici, par exemple, le chaboté. Et donc, ce qui est intéressant, alors ça peut être des contes divers et variés de différentes cultures. Hein. Ici, on voit Réponse, La Belle et la Bête. Il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des contes... autres que les contes un peu traditionnels qu'on nous a tous lus étant petits, etc. Il y a des contes qui viennent d'autres cultures que notre culture européenne. Voilà. Et ce qui est super intéressant, là, par exemple, ici, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Ce qui est super intéressant, c'est du coup d'aller comprendre pourquoi tel conte, encore une fois, a été relié à telle carte. Moi, j'adore essayer de comprendre pourquoi ce conte-là a été choisi pour cette carte-là. Et puis, si je connais pas le conte, Boucle d'or et les 3 ours, si je connais pas le conte, eh ben, je vais aller faire des recherches sur le conte, voire même essayer de lire le conte pour mieux comprendre la carte.
Et donc c'est vrai que j'avais très envie, je vous avoue, d'étudier celui-ci. Et il y avait des membres de la lanterne qui avaient très envie aussi. Je dis pas que ça sera pas un des prochains, mais c'est pas lui qui a été choisi. Ça a vraiment été serré, hein, un vote près, mais c'est pas lui qui a été choisi. Ici, on a Hansel et Gretel. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce prisme littéraire. Mais là, c'est vrai qu'on reste sur un prisme littéraire, c'est-à-dire qu'on va étudier le jeu à la lumière du conte à la base. Alors, c'est déjà intéressant ce qu'il y a dans le guidebook, hein, il n'est pas grand, mais c'est quand même intéressant. On a l'histoire, on sait d'où il vient, et puis on comprend un petit peu quel est le lien. Mais si on a envie de creuser un peu plus, d'aller comprendre la symbolique derrière, pourquoi ce conte-là, pour cette carte-là, qu'est-ce que ça nous dit de la carte? Voilà, moi je trouve ça hyper riche en fait. Tout comme on peut le faire avec d'autres œuvres littéraires. Donc voilà, ce sera peut-être un des prochains. Mais c'est pas celui qui a été choisi. Ça a vraiment été tout juste, mais c'est pas celui qui a été choisi. Je sais qu'il existe en français. Qu'il n'est plus édité, mais qu'il a été édité en français. Moi, j'ai la dernière version qui était sortie l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me suis jetée dessus quand j'ai vu qu'il était réédité. Et donc, on va passer du coup au jeu qui a été choisi. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va être intéressant avec celui-ci. Avant, je termine par vous dire que là, cette méthode un peu littéraire, ça va être bien pour les personnes qui aiment lire, qui aiment analyser les histoires, qui aiment tout ce qui est un peu narratif, voilà, qui aiment aussi le côté conte de fées, le lien, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de psychologie dans les contes de fées. J'ai lu notamment le livre La psychologie des contes de fées de Bruno Bettelheim. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir la psychologie à travers les histoires, les contes de fées et tout. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment intéressé de faire le lien avec les contes de fées, mais pas forcément que les contes de fées, puisque je vais le faire avec Dracula, je peux le faire avec Edgar Allan Poe, enfin voilà. La littérature en général, en fait, avec le tarot, je trouve que ce croisement est hyper intéressant, tout comme ça peut l'être avec des personnages historiques ou des peintres ou autres. Et donc, le jeu on passe donc du coup à la dernière catégorie, qui est le jeu qui a été choisi par les membres de la lanterne pour être étudié. Et c'est le Marielle Tarot de Mary White. Marielle Tarot, Mary White. Qui est un jeu très puissant symboliquement, très puissant historiquement. Au niveau des mythes aussi, il y a un lien aussi avec les religions dedans. Enfin, il est très très riche. Très 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 riche. Mary White a mis quand même, enfin c'est des œuvres uniques, hein, à chaque fois qu'elle a créé, elle a mis un temps incroyable à le faire, je ne sais plus combien de temps, on le verra en faisant l'étude, parce que justement ça fera partie des choses qu'on verra en l'étudiant. Je fais attention parce qu'il y a quand même pas mal de nudité dans ce jeu. Et voilà, on étudiera en fait au prisme, sous le prisme du guidebook. On partira de base avec le guidebook pour voilà, aller étudier carte après carte. Il y a un lien aussi avec le TOT. Hein, alors on ne va pas étudier le TOT et on n'aura pas besoin de connaître le système TOT pour l'étudier. L'idée, c'est vraiment d'étudier les cartes, par exemple, dans cette carte, il y a énormément de orange. Ça nous dit quelque chose aussi sur la carte et ce qu'elle a voulu y mettre. Et c'est ça qui va être super intéressant tout au long de l'étude de ce jeu. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Lui, ça va être à la fois symbolique. Il y a une symbolique assez forte. Pourquoi un tigre, par exemple? Pourquoi cette couleur orange? Il va y avoir une symbolique aussi mythologique, mythique, parce qu'il y a des personnages mythiques qui sont représentés. Il y a un lien avec l'histoire aussi. Enfin, c'est un travail incroyable, notamment l'histoire des religions, comme je disais. Et puis, il y a un lien avec d'autres tarots, le système TOT. Enfin, voilà. Ça va être super, super intéressant. Bien évidemment, on va prendre comme base le guidebook. Et donc, à chaque fois qu'elle parle de... Je prends cette carte-là, il n'y a pas nudité. Là, par exemple, ça va nous rappeler l'alphabet hébreu, ça va nous parler... ça nous montre Martha the Crown. Il y a plein de choses, en fait. Ça nous parle du Saint Graal, ça parle de plein de choses. Des fois, il y a des poèmes, des fois, il y a des citations. Enfin, voilà. On va l'étudier de fond en comble. On va étudier toute la symbolique.
avec le guidebook, mais pas que. C'est-à-dire que moi, derrière, je vais apporter mes propres réflexions. Je vais faire aussi un travail aussi derrière pour enrichir les choses. Chaque personne partagera sa propre vision aussi. Alors, bien évidemment, on va étudier la 2e édition, pas la première, qui n'est plus éditée. On va étudier cette édition-là, qui est une édition mass market. Il y a 2 cartes qui changent par rapport à la première édition. Si je retrouve, et qu'il nous reste du temps à la fin de l'étude, je retrouverai les photos, les illustrations des 2 cartes qui ont été changées, et on pourra aussi en bonus étudier ces 2 cartes-là pour comprendre. Alors, on sait pourquoi elle les a retirées, mais l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi, à la base, elle avait choisi, par exemple, ces représentations-là. Ça peut être super intéressant. J'ai prévu entre 3 et 4 mois. Je vous avoue que c'est un des plus riches de tous ceux que j'avais pu proposer. Pourquoi? Parce que celui-ci, par exemple, qui était en ballottage, on prend uniquement le prisme de la littérature. C'est-à-dire qu'on va étudier le conte, on va regarder, on va essayer de réfléchir, faire un lien avec la psychologie, pourquoi pas, peut-être avec la symbolique, parce que forcément, par exemple, s'il y a un loup dans l'histoire, il peut y avoir une symbolique aussi avec ça, enfin voilà. Mais les illustrations en elles-mêmes nécessite pas forcément qu'on s'y penche plus que ça, alors que dans le Marielle, ça va être le cas, puisqu'à la base, Mary White, c'est une peintre. Hein. Et donc, ça va être hyper intéressant vraiment d'aller creuser dans tout ce qu'elle a pu utiliser. Et donc, on va commencer là, dès demain, donc dès le 20 octobre, à se préparer et notamment commencer à creuser toute l'introduction, tout ce qui est noté dans le guidebook en dehors des significations des cartes, dans un premier temps, les tirages en eux-mêmes aussi, voilà, vraiment décortiquer au complet. Et puis ensuite, à partir du 15 novembre, on rentrera un petit peu plus dans les cartes. Je vous présente assez rapidement la méthodologie globale que vous pouvez utiliser, et après je vous donne des petits conseils. On va le garder là, lui. Alors, méthodologie. Peu importe le jeu, je vous donne une petite structure de base pour aller étudier un tarot ou un oracle. Ça fonctionne avec tous les jeux et ça vous aide déjà à vous construire un petit peu quelque chose. Premièrement, observez les cartes une à une. C'est ce que je fais quoi qu'il arrive. Quand je veux étudier un jeu, je vais aller regarder la carte profondément. Les images, je vais noter mes ressentis. Avant tout, dans une étude de jeu, la première chose que je fais, au-delà même de l'étude pure, c'est d'aller noter ce que je ressens par rapport à la carte de base, avant même de creuser la carte. Ce que je fais aussi parfois, quand vraiment c'est des decks complexes et que ma vision du jeu peut complètement changer, je vais aller noter après, à la fin, une fois que j'ai fini d'étudier la carte, comment je la vois maintenant que je l'ai étudiée. J'aime beaucoup faire ça. Ça, je vous encourage. Si vous aviez même que ça à faire, vous prenez une carte, vous notez, vous allez lire le guidebook et ensuite vous notez ce qui vous reste une fois que vous avez lu le guidebook. C'est déjà bien, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller faire des recherches par monts et par veaux. Déjà ça, ce serait énorme parce que ça vous montre que vous passez d'un état à un autre une fois que vous avez quand même au moins lu le guidebook, par exemple. On y vient, deuxième chose, lire le guidebook. Où les notes de l'auteur. Donc quand je dis les notes de l'auteur, ça va être tout ce qui va être autour, l'introduction, toutes les petites notes que l'auteur va pouvoir mettre sur chaque carte, parce que parfois les auteurs mettent des annotations. Tout ce que l'auteur va fournir, des fois même il y a des auteurs qui font des vidéos autour des jeux pour nous aider à comprendre ce qu'ils ont voulu mettre dans leur jeu et tout, hein, ça peut être super intéressant. Donc tout ça, ça nourrit, et je vous encourage vivement à le faire quand vous voulez creuser un tarot, c'est déjà d'aller un petit peu regarder les explications de l'auteur dans l'introduction, dans le guidebook en lui-même, mais aussi à travers les autres médiums qu'il peut avoir utilisés, comme pourquoi pas des vidéos. Il y a beaucoup d'auteurs qui font des vidéos pour expliquer un petit peu ce qu'ils ont étudié pour pouvoir créer ce jeu, d'où ça leur est venu, etc., etc. Donc ça peut être super intéressant. Petit 3, et c'est là qu'on commence à rentrer vraiment dans une étude approfondie, et où les personnes qui voudraient simplement s'arrêter, on va dire, à l'étape 1, s'arrêteraient maintenant, donc observation des cartes et guidebook. Là, on va creuser plus et on va aller croiser avec d'autres sources. Donc, des livres sur les symboles, des livres sur la mythologie,
des livres bien évidemment sur le Rider-Waite-Smith, des livres sur la psychologie, s'il y a un lien psychologique à travers les cartes. Bien évidemment, le livre en question, que ce soit le conte là, ou pour le Vampire Tarot Dracula, ou toute l'œuvre d'Edgar Allan Poe, tu croises avec d'autres sources, et notamment la source de base, c'est-à-dire que pour un artiste, tu vas aller sur sa fiche Wikipédia, pourquoi pas, et puis après tu vas aller regarder, tu vas aller dans Google Images et tu vas regarder toutes ses œuvres, pour essayer de t'imprégner de l'artiste, si tu connais pas forcément ses œuvres. Et donc, voilà, ça peut être des bouquins d'histoire aussi, ça peut être des recherches internet, peu importe. Mais tu vas aller croiser avec d'autres sources et c'est là que l'étude, elle s'approfondit. C'est quand tu t'arrêtes pas à ce qu'il y a dans le guidebook et sur les cartes, c'est quand tu vas aller croiser avec d'autres choses. Et c'est moi ce que je vais proposer, en tout cas, à travers le cercle d'études de la lanterne. D'aller jusque-là, en tout cas. De ne pas s'arrêter à l'observation des cartes et à la lecture du guidebook. Petit 4, bien évidemment, pour moi, ça coule de source, et ça peut être dès le départ, hein, juste si vous notez vos ressentis. Pardon, excusez-moi. Ça va être de tenir un carnet d'études. Pour justement noter vos ressentis, noter toutes vos observations, noter vos créations, par exemple, hein, si, comme moi, vous voulez étudier des jeux de façon un peu intuitive, comme le This Blue Bones, un carnet dans lequel vous allez noter vos poèmes. Si vous avez décidé, par exemple, pourquoi pas, hein, si vous êtes plutôt artiste et que vous avez envie d'étudier justement un jeu autour des artistes visuels, vous pouvez très bien, tiens, je prends cette carte-là, je vais faire un collage. Et je vais aller regarder, pourquoi pas sur Google, les œuvres et tout. Et en fonction de l'artiste, de ce que je vois de sa patte et tout, je vais faire un collage autour de ça. Et ça va être le collage dédié à cet artiste, dédié à cette carte-là. Ça peut être super intéressant. Et bien ça, vous allez le faire dans votre carnet. Toutes les réflexions que vous allez avoir sur les cartes, vous allez les noter dans votre carnet. Et en fait, ça sera votre carnet d'études. Carnet d'études, moi j'en ai sur les DS par exemple, c'est mon carnet des DS. C'est mon carnet d'études sur les DS, par exemple. J'étudie pas le Dark Goddess Tarot ou le Dark Goddesses Oracle pour les étudier. Je les étudie pour travailler sur l'archétype à travers. Donc en fait, mon carnet, c'est pas un carnet d'études du Dark Goddess Tarot, c'est un carnet d'études des déesses. Des archétypes, voilà. Tout comme pour le Renown Artist, je peux avoir un carnet d'études sur les artistes, et bien évidemment, tu peux faire le lien avec le tarot, hein, puisque ça représente des cartes de tarot et que l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi cet artiste-là a été utilisé sur telle carte. Tout ça, tu vas l'écrire dans ton carnet d'études. Ça, moi, c'est... pour moi, une étude de jeu ne va pas sans ça. C'est un indispensable. Petit 5, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Comparer les cartes entre différents jeux où le symbole ou le thème de la carte sont représentés. Ça va permettre de voir les constantes et les variations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais pris, je crois, l'exemple du serpent. Eh bien, avec le Peculiar Pathway, si tu as le symbole du serpent, dans quel autre jeu, de façon significative, tu peux le retrouver? Ou là, par exemple, avec le Mariel Tarot, il peut y avoir des tigres sur différentes cartes. Ça peut être intéressant d'aller se dire, tiens, pourquoi il y a un tigre sur cette carte-là? Pourquoi il y a un tigre sur celle-là? Est-ce qu'elle en parle? Non, elle n'en parle pas. Est-ce que la carte représente telle ou telle suite à chaque fois, ou c'est des suites différentes? Enfin voilà, et puis après, tu vas aller creuser. Ah tiens, c'est intéressant. Et de la même façon que le Peculiar Pathways, il y avait ce serpent qui représente le magicien, parce qu'il y a l'Ouroboros sur la carte du magicien de base. Tu vas aller faire des recherches sur l'Ouroboros, puis tu vas aller voir si l'Ouroboros est pas représenté dans des jeux. Oui, tiens, je me souviens de ce jeu-là, j'avais vu l'Ouroboros dedans. Alors des fois, ça va pas te venir, et puis le jour où tu retombes sur un Ouroboros dans un jeu, tu vas te dire, ouais, mais c'est vrai que, en fait, moi aujourd'hui, par exemple, c'est un très bon exemple, l'Ouroboros. Aujourd'hui, quand je vois un Ouroboros dans une carte, je pense forcément au magicien. Je vais me demander, tiens, pourquoi elle est dans cette carte-là? Est-ce qu'il y a un lien entre cette carte et le magicien? Parce que pour moi, c'est un symbole qui est intrinsèquement lié au magicien. Par exemple, tu vas faire tout ce comparatif-là. Et par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur les artistes ou sur la littérature, si tu as plusieurs jeux, ou sur les DS, oui, c'est sur les DS que je disais ça tout à l'heure. Si tu as plusieurs jeux sur les DS et que tu sais que telle DS, tu vas la retrouver dans la plupart de tes jeux, ou que tu l'as en tout cas dans d'autres jeux, tu vas aller la chercher dans les autres jeux, puis tu vas lire les guidebooks de tous tes jeux pour vraiment avoir une compréhension globale de cet archétype-là. Pareil, voilà, pour les symboles, pour moi, c'est pas mal de faire ça aussi, si tu sais qu'il y a des jeux...
qui vont pas mal décrire les symboliques comme le Peculiar Pathways ou le Alchemical Visions tarot, ça peut être intéressant de te dire: «Ah bah attends, je vais aller regarder lui ce qu'il en dit, de ce symbole du serpent. Je sais que dans le Spirit Keepers, elle en parle aussi». Enfin voilà, donc ça peut être super intéressant d'aller recouper différents jeux, tes bouquins, tout ensemble, quoi. L'idée, c'est d'avoir, une compréhension la plus globale possible des symboles ou des représentations de la carte pour, vraiment comprendre l'essence même de la signification, que tu peux en tirer. Et puis, le petit dernier qui pour moi est un essentiel parce que je fais de l'introspection et que je veux le tarot pratique aussi pour être, relié à notre vécu personnel, c'est de relier le symbolisme, enfin de relier les représentations de la carte à ta vie. C'est là que l'étude, elle devient introspective, en fait. Moi, personnellement, j'adore aller plus loin et c'est ce que je disais avec le Fairy Tail Tarot et tout le lien avec la psychologie, par exemple. Mais je sais que, par exemple, Dracula ou même le Mariel, ça viendra forcément. Tu vas aller noter en quoi cette carte, elle va éclairer ta connaissance de toi-même et ton vécu. Et ça, c'est super puissant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris ce que l'auteur a voulu mettre dedans, une fois que ça a pu résonner en toi, bah, tu vas aller noter: «Ah bah oui, moi», ah bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi avec ça, le roar sur, les personnages, voilà, parce que c'est un oracle et c'est vrai que c'est plus compréhensible. Ce personnage-là, alors je l'ai pas encore étudié, Vera Rubin, je ne sais même pas, voilà, je suppose qu'elle est astronome parce qu'elle a un télescope. Vera Rubin. Mais Vera Rubin, oh mais elle est où? Là, astronome américaine. OK. Donc elle, quand je vais aller faire des recherches sur elle pour comprendre pourquoi MJ Cullinane a choisi, alors elle le dit, hein, MJ Cullinane, pourquoi elle l'a choisi pour telle carte. Elle donne des mots-clés qui représentent un petit peu ce qu'elle, mais moi, je veux me détacher de ça aussi. Je veux comprendre ce qu'MJ Cullinane a voulu mettre dedans, mais je veux aussi comprendre en quoi cette personne-là, elle va me parler par rapport à moi-même. Et c'est là la puissance des archétypes. Et des archétypes, il y en a dans tous les jeux, même si c'est pas vraiment des personnages comme ici. Le Mariel Tarot, il y a des archétypes dedans. Et du coup, tu peux faire un lien entre l'archétype en lui-même, le symbole en lui-même, et ton propre vécu, et ta psychologie, tes besoins personnels, une meilleure connaissance de toi-même, un bon développement personnel. Bref, vous avez compris, tout ça, ça va nourrir en fait. Pourquoi on fait ça en fait? Enfin, pour moi, pourquoi je vous propose ça? C'est aussi pour avoir un lien encore plus profond avec le jeu et du coup, être à même en fait de vous dire quand vous tombez sur une carte: «Bah oui, c'est vrai, voilà, c'est ma carte pour ça, ou c'est celle qui me fait penser à ça», et donc si j'utilise ce jeu-là, dans ce tirage-là précisément et que je tombe sur cette carte-là précisément, ça veut me dire quelque chose et parce que je connais le jeu, parce que je l'ai étudié, je suis capable de le dire. On a toutes des cartes dans les jeux qui nous rappellent des moments de notre vie, des choses. Alors parfois ça va être juste parce qu'on est tombé dessus et que la représentation elle nous a fait penser à un truc. Ça c'est vraiment purement intuitif et c'est super. Mais parfois il faut creuser la signification de la carte parce que le jeu est un peu complexe et le Mariel Tarot est un jeu complexe à comprendre si on n'a pas les clés. Et c'est pour ça qu'il est intéressant à étudier et c'est pour ça qu'on va s'engager dans cette étude. Parce que lui, clairement, c'est difficile de le tirer, de voir une carte et de se dire: «Ah ouais, c'est sûr, cette carte, elle me dit ça et je comprends tout de suite». Il est très complexe quand même. Donc le fait d'aller l'étudier, on va creuser sa symbolique, creuser sa représentation pour vraiment aller à l'essence même de ce que Mary White, elle a voulu mettre dedans et pour le comprendre et pour mieux se comprendre soi-même. Pour moi, l'étude de deck, c'est un moyen de se comprendre soi-même. Et tout ça là, les 6 points que je viens de vous donner, c'est vraiment pour moi ce qui fait une étude de jeu complète. Alors bien évidemment, tu as pas besoin de tout faire. Tu as pas besoin comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous arrêter à l'observation des cartes et à la lecture du guidebook. Vous pouvez, et puis tenir un carnet autour de ça. Vous pouvez juste comparer les cartes avec d'autres jeux par rapport à la symbolique. Vous pouvez Moi, je trouve qu'une étude n'est complète et intéressante réellement pour l'introspection que si on va jusqu'au dernier point, qui est le fait de relier la carte à notre vie, quoi, en fait. Voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai besoin de donner des explications à tout et de tout relier et de voilà, et c'est aussi pour ça que j'utilise les archétypes, les déesses notamment,
parce qu'elles ont toutes quelque chose à nous dire sur nous, sur notre psychologie, sur nous-mêmes, sur notre vécu. Elles font tout écho, à quelque chose en nous et c'est pour ça que souvent et je vous en reparlerai prochainement parce qu'on va commencer des études autour des déesses aussi. Bientôt, 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 très vite, je vous proposerai d'étudier à chaque fois, enfin bref, je vais vous proposer, carrément d'embarquer, dans des c'est pas vraiment une étude, c'est, voilà, je vais vous embarquer avec moi, dans et vous donner un peu mes recherches autour des archétypes, et notamment des déesses. Bref, je vous en reparlerai, mais je sais plus pourquoi je vous disais ça, ça y est. Oui, quand je fais ça, en fait, le but, c'est derrière, c'est d'aller retrouver, dans cet archétype quelque chose qui va me parler à moi par rapport à mon vécu et je le dis souvent dans la lanterne, j'ai des personnes qui viennent me dire: «Ah bah, tiens, par exemple, j'ai besoin de travailler sur tel truc, tu ferais appel à quelle déesse, toi?» et je vais dire: «Bah, moi, pour ça, je fais appel à telle déesse. Mais toi, bah, ça sera peut-être pas la même chose». Parce que toi, quand tu vas lire l'histoire, les symboles, le voilà, quand tu vas t'imprégner du mythe relié à cette déesse, bah, tu vas peut-être, plus tilter sur, telle ou telle particularité de cette déesse, là où d'autres vont tilter sur autre chose. Ou alors tu vas peut-être vouloir la voir comme une déesse multiple et puis, travailler à la fois avec telle ou telle particularité et à la fois avec d'autres, par exemple. Une déesse qui illustre bien très bien ça, c'est Inanna, par exemple. Inanna, elle a un côté très sensuel, très féminin et elle va avoir un côté très sombre, et relié aux enfers et cetera, bref, c'est hyper intéressant d'étudier ces archétypes-là et après d'aller s'en faire son propre lien avec, notre vécu et de se dire: «Bah, quand j'aurai besoin de travailler sur telle ou telle problématique, je ferai appel à Inanna» parce qu'elle, vraiment, dans son mythe, il y a un truc qui me parle de dingue, et qu'il y a pas dans les autres, voilà et donc vous allez vous créer vos propres liens, personnels avec les déesses et c'est ce que j'encourage, en fait, les personnes à faire et c'est ce que je fais moi-même et je trouve ça super, super enrichissant. Et voilà. Et donc, bah, pour moi, le meilleur moyen enfin, pour moi, l'utilité ultime d'une étude de jeu, c'est de le rapprocher à son vécu, quoi. Voilà. Et chaque personne, du coup, verra la carte différemment parce qu'on a tous un vécu différent. Des petits conseils. Surtout, te lance pas dans l'étude d'un jeu s'il t'inspire pas, si tu le sens pas, si tu te dis: «Oh, je vais juste le faire pour apprendre comme ça», parce que tu vas lâcher. Là, je parle pour une étude perso. Si tu le fais tout seul et que c'est pas guidé, tu vas lâcher. Parce que tu vas dire: «Ouais, non, mais en fait, j'ai pas envie, qu'est-ce qui m'a motivé?» Il y a des personnes qui vont étudier des jeux parce que c'est des jeux hyper complexes, hyper, reconnus, qu'on te pousse, qu'on te dit: «Ah, faut étudier ce jeu et tout» et en fait, toi, bah, tu vas choisir de l'étudier parce que tu vas te dire: «Oh bah tiens, apparemment, c'est un bon jeu d'études», hein, pas mal de personnes qui étudient le tarot et qui vont dire: «Ah, si vous voulez étudier le tarot, je vous conseille de faire» moi-même, je pense que dans la première vidéo d'études, j'ai dû vous conseiller des jeux. Mais si ça résonne pas en toi et que tu as pas vraiment envie de l'apprendre, tu vas voir, tu vas faire une carte, 2 cartes, 3 cartes, tu vas même pas avoir fini les majeurs que tu auras lâché l'affaire. Donc si tu veux étudier un jeu seul, choisis un jeu où le thème il te fait vibrer. Si tu aimes la peinture, étudie ça, ça va te faire vibrer, tu vas en apprendre plus. Si tu aimes les contes de fées, étudie le fairy tail. Enfin voilà. L'idée c'est vraiment d'étudier des jeux sur des thématiques et il y a des jeux pour tout le monde, sur tous les thèmes. Donc forcément il y a des jeux sur des thèmes qui te parleront, que tu pourras étudier quoi. Mais pour moi le but c'est, pas juste dire: «Ah bah je vais apprendre ce jeu-là parce que, bah, j'en entends parler et tout le monde dit qu'il faut l'étudier et donc je vais l'étudier». Si ça te botte pas, tu vas pas tenir. Par contre, c'est vrai que à travers le cercle d'études de la lanterne, on est ensemble, on avance ensemble et ça donne une motivation supplémentaire. Et j'ai même conseillé à des personnes qui sont pas forcément attirées par le Marial Tarot de venir quand même, de nous rejoindre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu. Je prends une photo de chaque carte, donc vous pouvez très bien regarder la photo, zoomer dessus pour comprendre à quoi je fais référence et suivre l'étude pour votre culture personnelle, pour votre enrichissement personnel, pour comprendre certaines symboliques, pour comprendre certains liens avec certains mythes, certains archétypes, etc., etc. Quoi qu'il arrive, ça vous apportera quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé à la fin d'utiliser le jeu si vous n'avez pas envie. Mais le fait que ça soit guidé, bah, vous vous laissez un peu porter et du coup, c'est plus facile pour vous.
Par contre, si vous faites une étude de jeu seul, il faut que le jeu, il vous botte, quoi, un minimum, sinon vous allez lâcher. Il faut que le thème vous donne envie. Je vous conseille de vous fixer un rythme assez doux. Une carte par jour ou même une carte par semaine si vraiment vous n'avez pas le temps, c'est bien, même si vous mettez du temps. Moi, le Spirit Keeper, je suis pas sûre de l'avoir fini cette année, hein. Je pense pas que j'aurai fini cette année. Je suis même pas à la moitié, donc je l'aurais pas fini cette année, c'est sûr. Et c'est pas grave. Et dans la lanterne, là, j'ai dit à peu près une carte par jour, mais ça pourra être une carte tous les 2-3 jours des fois, parce que bah, je serai peut-être pas toujours disponible pour vous publier chaque jour, parce qu'il y a des jours où peut-être que voilà, je serai pas dispo, je serai malade ou quoi au caisse, donc ce sera pas nécessairement tous les jours précisément. C'est une indication. Et puis des fois, il y a des cartes qui vont peut-être nous demander d'y passer plusieurs jours aussi. Ça, on le découvrira aussi un peu sur le tas. Donc, faites-vous confiance, suivez votre rythme, vous dites pas: «Je vais apprendre un jeu en un mois». Non. Faites pas ça parce que vous allez lâcher. Moi, le Visible Bones, je l'ai reçu il y a quoi? Il y a 2 mois, presque 3 mois maintenant, je sais plus exactement. J'y suis encore, j'ai même pas fait la moitié, c'est sûr. Heu, on s'en fiche en fait. Qui est-ce qui va venir vous dire: «Faut absolument mettre tel temps?» Pareil, quand je vais, étudier le Vampire Tarot, bah, je vais prendre mon bouquin de Dracula, je vais le lire, je vais regarder les cartes à chaque fois qu'il y aura des personnages, qui seront cités, je vais regarder le guidebook, enfin, je vais prendre mon temps, quoi. Il y a rien qui vous oblige à. Et c'est pour ça que j'ai créé un membership. C'est parce qu'on va vraiment avancer pas à pas ensemble et si ça prend un peu plus de temps, bah, ça prend un peu plus de temps. S'il y a des jeux qui prennent un peu moins de temps parce qu'ils sont moins «complexes» entre guillemets, bah, c'est pas grave. Faut aussi que ça soit pas quelque chose qui vous prenne tout votre temps. Je sais que la plupart des personnes travaillent, ont une vie personnelle, voilà et vous pouvez pas consacrer votre quotidien H24 à l'étude d'un jeu. Donc voilà, si vous étudiez seul, prenez votre temps, fixez-vous un rythme. Enfin, même sans vous fixer de rythme, dites-vous que, voilà, je vous dis, moi, These Blue Bones, il y a des semaines où je vais pas en tirer. Cette semaine, j'en ai pas tiré, par exemple, parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Et il y a des semaines où je vais en tirer 2 ou 3. Donc faites à votre rythme, quoi. C'est le meilleur moyen pour pas lâcher. Par contre, si vous voyez que vous y touchez pas pendant 15 jours, demandez-vous si vraiment vous avez envie de l'étudier. Ça, c'est autre chose. Comme je vous disais, notez toujours vos premières impressions de la carte avant de lire le livre. Ça, moi, c'est un conseil que je vous donne, mais vraiment, je vous le redis. Notez vos impressions, regardez la carte, notez même si quelques mots-clés, et après vous allez lire le livre, vous allez renoter du coup ce que vous comprenez, puis vous allez aller croiser avec d'autres choses, faire le lien avec vous-même, etc., etc. Soyez curieux, faites des recherches. Faites des recherches, il y a des tas de bouquins sur des tas de sujets différents, il y a des tas de sites internet sur des tas de sujets différents. Wikipédia est ton ami, Google est ton ami, fais des recherches. Aujourd'hui, on est à une ère quand même où dès qu'on a besoin de faire des recherches sur un truc, c'est hyper facile, quoi. Donc faites des recherches. N'hésitez pas, soyez curieux, enrichissez la chose. Et même si vous faites partie du cercle d'études, si jamais vous voyez que moi je traite pas quelque chose et que vous, ça vous a tilté tout de suite de vous dire: «Ah bah j'aurais bien aimé», bah faites les recherches. Vraiment. Et je vais vous encourager de toute façon à faire les recherches vous-même dans le cercle d'études. Tout, il y a des choses, voilà, il y a des concepts que j'expliquerai, que je décortiquerai, mais des fois, il y aura des choses dans certaines cartes, que je choisirai de laisser un petit peu entre guillemets «au second plan» et je vous encouragerai à faire des recherches pour ce point-là, pour enrichir. Pourquoi? D'une, parce que déjà, on ne pourra pas des fois traiter de tout quand les cartes sont très riches symboliquement. Je prendrai un prisme, une chose précisément la plupart du temps pour pas s'éparpiller. Mais aussi parce que, vous, vous allez peut-être repérer des trucs, que d'autres n'auront pas repérés ou sur un tarot collage, par exemple, ça pourrait être intéressant aussi d'étudier des tarots collages. Sur un tarot collage, clairement, on ne pourra pas étudier tout ce qui est représenté et votre œil, il sera peut-être attiré par un élément qu'on n'aura pas traité dans l'étude et du coup, vous aurez envie d'aller faire vos recherches vous-même et c'est génial. Par contre, un conseil lié à ça, ne tombez pas dans le perfectionnisme. Étudier un jeu, c'est pas tout comprendre dans les moindres détails. C'est en comprendre une symbolique qui vous parle, comprendre l'essence de l'auteur et ensuite, qu'est-ce qui vous parle dedans. C'est pas aller, tout comprendre sur pourquoi il y a, une toute petite fourmi dans le coin de cette carte qu'on voit à peine, qu'il faut prendre avec une loupe, qu'est-ce qu'elle fait là? Si ça vous intéresse parce que vous êtes en mode détective, pourquoi pas? Mais ne rentrez pas dans le perfectionnisme, absolu. Pourquoi? Parce que déjà vous allez étudier une carte pendant 1 an. Si jamais elle est suffisamment riche et que vous êtes suffisamment perfectionniste et ensuite parce que le but c'est pas non plus de tout décortiquer. Il y a un moment, il faut laisser un peu de mystère aussi. Pardon, je vous ai fait bouger.
Faut laisser un peu de mystère et on peut pas forcément toujours tout comprendre et puis parfois les auteurs nous donnent pas forcément les clés non plus pour comprendre. Donc voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas que ça reste une rencontre, ça reste quelque chose de plaisant, c'est une passion le tarot. Je vous aurai pas d'examen à la fin. Je vous ferai pas de quiz à la fin pour voir si vous avez bien étudié votre jeu ou quoi ou qu'est-ce, non. Il faut que ça reste un plaisir. Donc si par exemple, il y a une carte qui vous parle pas et que moi je vous invite à aller faire des recherches dessus, que vous avez pas envie, bah, c'est OK, vous les faites pas. Puis peut-être que dans un an, quand vous tomberez sur un truc qui vous rappelle ça, vous vous dire: «Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai pas fait de recherche, mais là ça m'intéresse» et puis peut-être que, bah, vous ferez ces recherches-là à ce moment-là ou peut-être que vous les ferez jamais. C'est libre, encore une fois. C'est la même principe que la lanterne quand j'ai des personnes qui me disent: «Ah là, je suis en retard dans les questions de journaling quotidien parce que j'ai pas eu le temps, parce que machin». Et alors? Soit tu vas à ton rythme et tu prends tes jours au moment où tu es, peu importe si nous on en est à 5 jours après, on s'en fiche. Et puis tu peux très bien carrément pas faire les 5 jours pour rattraper, pour pouvoir rester en même temps que les autres parce que tu as envie d'être en même temps que les autres et c'est pas grave si tu as pas fait les 5 jours qui manquaient. Tu peux faire plusieurs jours d'un coup, tu peux faire une semaine complète d'un coup si tu veux, enfin, c'est complètement libre. Vraiment, c'est complètement libre. Là, pour l'étude de cartes, je veux qu'on y aille soft, donc je vous mettrai pas plusieurs cartes, par jour. J'essaierai de vous les distiller, au fur et à mesure pour que vous puissiez prendre le temps de réagir à une carte avant qu'on passe à une autre. Donc voilà, on essaiera de trouver notre rythme. C'est expérimental, hein, pour cette première étude. On tape fort avec le Mari et le tarot quand même. Mais c'est expérimental et on fera peut-être des ajustements si besoin. Donc voilà, pas de panique. Et si vous étudiez vous-même, bah, c'est pareil. Dites-vous que vous le faites pour aller à la rencontre de l'auteur, aller à la rencontre du jeu, vraiment pour le comprendre mieux, pour mieux vous comprendre aussi à travers lui. Vous n'êtes pas là pour tout connaître, tout apprendre et à la fin, il y a pas vous n'avez pas un diplôme de connaissance de ce jeu, donc il y a pas d'enjeu, c'est que du plaisir. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de tout ça. On parle d'études, donc ça peut paraître très scolaire, mais ça reste du plaisir avant tout. Voilà, j'en ai terminé. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, bah, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'étudier un jeu. On peut le voir, il y a des façons un peu plus symboliques et ludiques, créatives, comme on a pu le voir avec le This Blue Bones, ou on va avoir des choses un petit peu plus profondes, où il va y avoir de la symbolique, de la mythologie, de l'histoire, enfin plein de choses dans certains jeux. Puis des fois, on va avoir des jeux qui vont être sous un seul prisme, comme celui-ci qui va traiter des contes de fées. Et du coup, bah, notre façon d'apprendre le jeu et de l'étudier va dépendre aussi de l'essence même du jeu, de son thème, de sa structure, de ce qui voilà, de ce qu'il va y avoir dedans et de la façon dont l'auteur va décrire les choses aussi dans le guidebook. Le Marielle, il est quand même assez bien décrit, par exemple, mais il y en a d'autres où il y a pas grand-chose à manger et si tu as absolument envie d'étudier ce jeu-là, bah, va falloir un petit peu que toi-même, bah, tu dises: «Ah bah là, dans un coin, il y a tel élément. Bon, bah, je vais aller faire une recherche sur ce symbole pour essayer de voir si je peux comprendre la carte à travers ça». Tu vas des fois devoir faire toi-même les recherches. Parce que voilà, il y a des et j'ai des personnes d'ailleurs dans la lanterne qui m'avaient proposé des jeux, avec lesquels il y a pas de guidebook et je m'étais dit: «Ça peut être intéressant aussi» parce que vu qu'il y a pas de guidebook, c'est complètement libre. L'auteur nous enferme pas dans un certain prisme et du coup, bah, tu peux avoir des interprétations libres et moi je peux vous emmener sur un chemin et puis d'autres personnes dire: «Ah bah ouais, moi j'y voyais ci» et donc ça peut être aussi super intéressant et notamment pour les collages parce que les collages, l'auteur va pas expliquer: «Alors j'ai collé ça dans tel coin et puis ça dans tel coin, ça veut dire ça et ça». Donc un jeu collage, par exemple, ça peut être assez intéressant parce qu'il y a un côté très intuitif aussi, qui va nous aider à lâcher un peu, les rênes et à y aller à l'instinct, quoi. Donc ça peut être super intéressant. Un peu comme, voilà, comme je le propose, comme j'en ai parlé avec le This Blue Bones, par exemple. Mais il faut se dire que c'est ça qui est beau dans le tarot. C'est ça le plus beau pour moi dans le tarot, c'est qu'il va évoluer avec toi, à ton rythme, selon ton regard et que du coup, même si on étudie ce tarot-là, qu'on est une dizaine à étudier ce tarot-là ensemble ou plus, voilà, j'en sais rien, heu, on n'aura pas tous la même vision du tarot à la fin, on n'aura pas tous la même vision des cartes à la fin. On l'utilisera pas pour la même chose à la fin. Parce que c'est vrai que si j'étudie les jeux avec vous aussi, c'est pour que vous leur trouviez un sens. C'est pour que vous le compreniez mieux de façon à ce qu'il vous serve mieux. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous aurez étudié ce jeu, vous saurez s'il a sa place dans votre collection et vous saurez un peu pour quel type de questionnement vous avez envie d'aller vers lui, par exemple. Et ça, pour moi, c'est le summum. Voilà. Eh bien, si cette vidéo t'a inspiré, pense à t'abonner,
à ma chaîne, à liker aussi parce que les petits pouces, c'est toujours important et on n'y pense pas toujours. Et puis, eh bien, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse, quelle est ta façon d'étudier le tarot, si tu étudies déjà le tarot ou les oracles? Quels sont les jeux que tu as déjà étudiés? Comment? Quel tarot tu aimerais étudier? Tiens, si jamais tu viens, dans le cercle, d'études de la lanterne, pourquoi pas? Quel tarot ça t'intéresserait d'étudier? Quelles difficultés tu as peut-être pu rencontrer aussi, si tu t'es déjà mis un peu à ça? Est-ce que, le fait d'être guidé comme ça et d'être accompagné avec une communauté, ça pourrait, t'intéresser par exemple? Pour, bah, voilà, pour pas être seul face à ton jeu et lâcher ou pas savoir comment faire. Donc voilà, hésite pas à me dire, un petit peu en commentaire et puis, bah, je te mets le lien, vers le cercle d'études si ça t'intéresse. Et donc je le rappelle, c'est réservé exclusivement aux membres de la lanterne, donc il faut faire partie de la lanterne pour faire partie du cercle d'études, donc tu peux t'abonner aux 2 séparément, si ça t'intéresse. Voilà, j'en ai fini, je te laisse là, je te souhaite un bon dimanche, enfin une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end, une bonne semaine qui commence. Je te dis à dimanche prochain. Je te fais plein de bisous. Bye bye!